Il y a des questions que l'univers murmure depuis des millénaires et que nous n'avons jamais osé écouter. Parmi elles, une idée dérangeante, presque oubliée. Et si notre histoire n'avait pas commencé ici? Et si les premières empreintes humaines n'avaient jamais foulé la Terre, mais la poussière rouge d'un autre monde? Mars, planète silencieuse et aride, cache dans ses cicatrices les souvenirs d'un passé que nous ne comprenons pas. Des rivières asséchées serpentent comme les vestiges d'une mémoire perdue. Des structures naturelles semblent s'en porter l'ombre d'une intention. Peut-être ne sommes-nous pas les premiers enfants de l'univers, mais les derniers à nous souvenir. Et si la Terre n'était qu'un refuge, après un exil oublié, il existe des silences dans l'histoire que nous préférons ignorer. Ils ne sont pas faits d'oubli, mais d'effacement, volontaire ou non. Et si, derrière le voile de notre mémoire collective, se cachait une vérité plus ancienne que la Terre elle-même, une vérité rouge et poussiéreuse, sculptée par les vents d'un monde que nous appelons aujourd'hui Mars. Les scientifiques l'admettent sans hésiter. Mars a été autrefois une planète très différente. L'eau y coulait librement, sous forme de rivières sans milliers sinueuses, de lacs profonds et d'océans étendus. Des traces comme de deltas et de lits fluviaux marquent encore sa surface comme des cicatrices sur une peau ancienne. Ces empreintes géologiques racontent l'histoire d'un climat stable, d'une atmosphère plus épaisse, d'un monde capable, peut-être, d'accueillir la vie. Mais ce sont aussi les fragments d'un récit plus vaste, celui d'un passé dont nous pourrions bien faire partie. Car si Mars a pu abriter la vie, pourquoi cette vie ne serait-elle pas la nôtre ? L'idée paraît folle, presque poétique. Pourtant, elle trouve écho dans plusieurs théories scientifiques. Parmi elles, l'hypothèse de la panspermie suggère que la vie peut voyager d'un monde à un autre, portée par des météorites ou des comètes. Des fragments martiens ont été retrouvés sur Terre, éjectés de la planète rouge après des impacts violents, puis tombés ici comme des messagers célestes. Certains de ces fragments contiennent des structures microscopiques rappelant des formes biologiques primitives. Coïncidence ? Ou bien preuve discrète d'un héritage oublié. Imaginons un instant un scénario plus audacieux, celui où l'humanité n'est pas née sur Terre, mais y a migré. Peut-être que Mars, autrefois fertile, a vu naître une civilisation avancée, capable de s'adapter, d'apprendre et d'explorer. Cette civilisation aurait prospéré durant des millénaires, jusqu'au jour où les conditions ont changé. L'atmosphère s'est amincie, les océans se sont évaporés et la planète, lentement, est devenue hostile. Alors, par instinct de survie, cette civilisation aurait cherché un nouveau foyer. Et ce foyer, c'est peut-être la Terre. L'idée d'un exode martien pourrait sembler relever de la science-fiction, mais elle est alimentée par des indices troublants. D'anciennes structures photographiées sur la surface de Mars, formations rocheuses étrangement régulières, motifs géométriques ou symétries inattendues, intriguent encore les chercheurs. La plupart sont probablement d'origine naturelle, mais certaines continuent d'alimenter le débat. Et si certaines de ces formes étaient les vestiges d'une activité ancienne, des ruines effacées par le temps, les tempêtes et l'érosion. Les mythologies de nombreuses civilisations terrestres contiennent des récits étrangement similaires, ceux d'êtres venus des cieux, d'ancêtres tombés d'un autre monde, d'habitants des étoiles ayant enseigné aux premiers humains les arts, les sciences et les lois. Ces mythes, souvent considérés comme des métaphores spirituelles, pourraient-ils être les échos d'une mémoire plus ancienne, une mémoire transmise à travers les âges, déformée par le temps, mais toujours présente dans notre inconscient collectif? Certaines études en génétique ajoutent encore une couche de mystère. Le génome humain contient des séquences dont l'origine reste difficile à expliquer, des fragments qui semblent plus anciens que notre planète elle-même. Bien que la science dominante attribue cela à des processus évolutifs complexes, il n'est pas interdit de se demander si ces fragments pourraient être les vestiges d'une adaptation sur un autre monde. Peut-être que notre biologie porte encore, dans son code silencieux, les souvenirs d'un environnement martien. Et si notre fascination pour Mars, cette obsession presque instinctive de l'explorer, d'y envoyer nos machines, d'y projeter nos rêves de colonisation, n'était pas un simple hasard? Peut-être que ce désir profond n'est pas celui de la conquête, mais celui du retour. Peut-être cherchons-nous, sans en avoir conscience, à retrouver la maison que nous avons perdue. L'hypothèse d'une humanité martienne ancienne reste spéculative, mais elle soulève des questions fondamentales. Qu'est-ce qui définit réellement notre origine ? Est-ce l'endroit où nous sommes nés, ou celui d'où nous venons ? Si la Terre n'est qu'une escale dans une histoire cosmique bien plus vaste, alors notre conception même de l'humanité doit être réévaluée.
Nous ne serions plus des enfants de la Terre, mais des voyageurs de l'univers, porteurs d'une mémoire infiniment plus ancienne. Les traces de ce passé effacé ne sont peut-être pas seulement visibles dans les roches de Mars ou les mythes anciens. Elles sont peut-être en nous, dans nos rêves, dans notre curiosité insatiable, dans cette sensation inexplicable que quelque chose nous relie à ce monde lointain. Mars ne serait alors pas une destination, mais une origine. Pas un mystère à résoudre, mais un souvenir à réveiller. À mesure que nos sondes continuent de cartographier sa surface et que nos robots grattent son sol rouge, chaque découverte nous rapproche un peu plus de la vérité. Peut-être trouverons-nous un jour la preuve irréfutable, un artefact, une structure, une molécule fossile qui racontera enfin ce que nous avons oublié. Mais il est aussi possible que la vérité soit moins tangible, plus subtile, qu'elle réside dans l'évidence silencieuse que nous avons toujours su, au fond, que Mars faisait partie de nous. Dans ce silence rouge entre les dunes glacées et les cratères très millénaires, l'histoire de l'humanité attend peut-être d'être relue. Elle n'a pas disparu. Elle s'est simplement dissoute dans le sable, patiemment, attendant que nous soyons prêts à l'entendre. Et lorsque nous comprendrons enfin ce que ces traces veulent nous dire, ce ne sera peut-être pas la fin d'un mystère, mais le début d'un voyage, un retour vers un foyer oublié, bien au-delà de notre mémoire terrestre. Dans la prochaine étape de cette exploration, nous plongerons plus profondément dans l'un des indices les plus convaincants de ce passé potentiel, les anciennes rivières de Mars, témoins silencieux d'un monde qui respirait autrefois. Elles pourraient très bien être la clé pour comprendre non seulement l'histoire de cette planète, mais aussi celle de notre propre existence. Avant que Mars ne devienne ce désert silencieux que nous connaissons aujourd'hui, elle fut un monde vibrant, sculpté par l'eau et animé par un climat qui semblait inviter la vie. Cette idée n'est pas une simple hypothèse, elle repose sur des preuves tangibles, visibles depuis les orbiteurs qui scrutent sa surface et confirmées par les sondes qui s'y sont posées. Là où aujourd'hui s'étend un paysage stérile et glacé, il existait autrefois des vallées sinueuses, des deltas élégants, des lits de rivières qui serpentent à travers des plaines oubliées. Ces traces, aussi anciennes qu'énigmatiques, racontent dans l'histoire d'un monde qui a respiré, d'un monde qui a porté le poids de l'eau et peut-être celui de la vie. La première fois que les images de ces anciennes rivières sont parvenues jusqu'à nous, elles ont suscité plus que de la curiosité. Elles ont éveillé une mémoire. Car ces formes sont familières, presque trop. Elles rappellent pour les vallées fluviales de la Terre, les méandres du Nil ou du Mississippi, les deltas fertiles qui ont nourri les premières civilisations humaines. Pourtant, elles sont là, figées dans la poussière rouge, sur une planète où l'eau liquide ne peut plus exister aujourd'hui. Cette ressemblance troublante soulève une question vertigineuse. Ces rivières sont-elles le témoignage d'une simple coïncidence géologique, ou bien les vestiges d'un monde qui nous ressemble bien plus que nous ne voulons l'admettre? Les scientifiques ont identifié des réseaux entiers de vallées martiennes qui s'étendent sur des centaines de kilomètres. Certaines sont larges et profondes, comme si elles avaient été façonnées par des fleuves puissants. D'autres dessinent des motifs complexes de confluence et de bifurcation, caractéristiques de systèmes fluviaux stables et anciens. On y trouve même des deltas fossilisés, formés par la lente accumulation de sédiments au point de rencontre entre une rivière et un plan d'eau plus vaste. Chacun de ces éléments indique une chose. Mars a connu un cycle hydrologique complet, avec des précipitations, de l'érosion et probablement un climat tempéré capable de soutenir la vie. Mais ce qui rend ces rivières encore plus fascinantes, c'est qu'elles semblent dater d'une époque où la Terre elle-même n'était qu'un jeune monde en formation. Autrement dit, Mars aurait été habitable bien avant notre planète bleue. Cela signifie que si la vie a jamais émergé sur Mars, elle aurait eu une longueur d'avance sur celle de la Terre. Dans ce cas, la possibilité que des formes de vie aient évolué, prospéré puis migré ailleurs, peut-être même vers la Terre, devient moins improbable. Certains chercheurs vont plus loin encore. Ils suggèrent que ces réseaux fluviaux pourraient en avoir été façonnés, du moins en partie, par une intervention intelligente. Non pas que des civilisations y aient construit des canaux ou des barrages comme sur Terre, mais peut-être ont-elles adapté leur environnement, influencé les cours d'eau ou tiré parti de ces systèmes naturels pour survivre. Après tout, si une forme de vie intelligente a un jour existé sur Mars, elle aurait sûrement appris à vivre avec son environnement, à le maîtriser, même discrètement. Cette idée, bien que spéculative, trouve un étrange écho dans l'histoire de l'humanité. Depuis nos origines, les civilisations humaines ont fleuri le long des fleuves.
Le Nil, le Tigre et l'Euphrate, l'Indus, le fleuve jaune, l'eau a toujours été la matrice de la vie, la condition de la culture, le cœur battant de nos sociétés. Et si ce schéma ne nous appartenait pas uniquement? Et si ce besoin profond de s'établir près des cours d'eau était une mémoire inscrite dans notre être, un héritage venu d'un autre monde, d'une époque lointaine où nos ancêtres vivaient avant déjà au bord de rivières, non pas terrestres mais martiennes? Les missions récentes ont approfondi ce mystère. Les rovers ont analysé les dépôts sédimentaires de lits de rivières anciens, révélant des minéraux qui ne peuvent se former qu'en présence d'eau liquide stable pendant de longues périodes. Certaines zones présentent de même des traces d'anciens lacs avec des couches sédimentaires stratifiées, similaires à celles que l'on trouve dans les bassins terrestres. Ces découvertes ne laissent plus place au doute. Mars a abrité de vastes étendues d'eau, peut-être pendant des centaines de millions d'années. Mais où est passée toute cette eau? Pourquoi la planète s'est-elle desséchée, transformant ses rivières en cicatrices fossiles? Les raisons exactes restent incertaines. L'atmosphère martienne s'est lentement échappée dans l'espace, affaiblie par la disparition de son champ magnétique protecteur. Sans cette enveloppe, l'eau s'est évaporée, se figeant dans le sous-sol ou s'échappant elle aussi vers l'espace. Ce basculement climatique a été si radical qu'il aurait pu mettre fin à toute forme de vie de surface. Mais cela signifie aussi que si une civilisation avait existé là-bas, elle aurait été confrontée à un choix, s'adapter, se réfugier sous terre ou partir. Ce dernier scénario résonne avec une profondeur presque mythique. Peut-être que les rivières martiennes ont été le théâtre de nos premiers pas en tant qu'espèce consciente. Peut-être que ces vallées abritaient des cités perdues, des champs cultivés, des histoires désormais dissoutes dans la poussière. Lorsque la planète a changé, ces êtres, nos ancêtres lointains ou peut-être simplement nos cousins cosmiques, auraient entrepris un voyage désespéré vers un nouveau monde. La Terre, jeune, verte et prometteuse, aurait été leur destination. Et leurs souvenirs, portés dans leur culture et leur mémoire collective, auraient en fini par devenir les mythes fondateurs de notre humanité. Il est possible que nous ne trouvions jamais la preuve irréfutable de ce passé. Les vents martiens ont soufflé pendant des milliards d'années, effaçant presque tout ce qui aurait pu trahir l'existence d'une civilisation. Mais les rivières restent là, elles ne mentent pas. Elles racontent une histoire que ni le temps ni la poussière n'ont pu totalement effacer. Une histoire d'eau, de vie, de mouvement et peut-être d'exil. Il y a dans ces lits fluviaux asséchés quelque chose de profondément humain, comme si Mars elle-même se souvenait de nous, comme si, à travers ces traces, elle nous murmurait « Vous êtes déjà venus ici ». Cette idée, qu'elle soit vraie ou non, change notre perception de nous-mêmes. Elle transforme Mars d'un simple objectif scientifique en un miroir cosmique, reflétant un passé que nous avons peut-être vécu. À mesure que nous envoyons de nouvelles missions pour creuser plus profondément, pour sonder les couches sédimentaires et chercher des biosignatures, nous ne cherchons pas seulement des preuves de vie. Nous cherchons peut-être à retrouver un fragment de notre propre mémoire. Les rivières martiennes sont bien plus que des formations géologiques. Elles sont des lignes écrites dans la pierre, un langage ancien que nous commençons à peine à déchiffrer. Et si ce langage révélait un jour que nous ne sommes pas nés ici, mais que nous avons simplement oublié notre premier foyer? Si ces vallées oubliées nous rappelaient que notre voyage à travers l'univers a commencé bien avant notre arrivée sur Terre, alors la quête pour comprendre Mars deviendrait bien plus qu'une aventure scientifique. Elle deviendrait une quête d'identité. Dans la suite de cette exploration, nous quitterons les cours d'eau pour plonger plus profondément encore dans les preuves silencieuses laissées derrière elles, les traces minérales et fossiles qui pourraient en bien révéler qu'un jour, Mars n'a pas seulement accueilli la vie, elle l'a façonnée. Sous les plaines silencieuses de Mars, sous la poussière rouge qui s'accumule depuis des milliards d'années, il pourrait exister des traces d'un passé oublié. Pas seulement des traces d'eau ou d'atmosphère disparues, mais des empreintes bien plus profondes, celles de la vie elle-même. C'est une idée qui hante les astronomes, les planétologues et les biologistes depuis des décennies. Et si, enfouis dans les sédiments martiens, dormaient encore les vestiges fossilisés d'organismes qui ont prospéré avant que la planète ne se transforme en désert, sur Terre, les fossiles sont les gardiens silencieux de l'histoire. Ils racontent peu l'évolution, les extinctions, les renaissances. Dans les strates rocheuses se cachent des récits vieux de millions d'années, des formes figées qui témoignent d'un foisonnement biologique disparu. Si la vie a un jour fleuri sur Mars, il est logique de penser qu'elle y a laissé de semblables archives. Et si tel était le cas, ces archives pourraient non seulement nous apprendre l'histoire de Mars, mais aussi réécrire celle de l'humanité.
Les indices s'accumulent. Certaines météorites martiennes tombées sur Terre contiennent des structures microscopiques qui ressemblent étrangement à des microfossiles. Elles ne sont pas la preuve définitive d'une vie passée, mais elles sont troublantes. Ces formations, trop complexes pour être des artefacts géologiques ordinaires, présentent des caractéristiques qui rappellent les bactéries primitives terrestres. Même si leur origine reste débattue, elles prouvent au moins une chose. Les conditions nécessaires à la vie ont bel et bien existé sur Mars. L'un des plus grands espoirs des chercheurs repose sur les deltas fossilisés et les anciennes plaines lacustres identifiées à la surface martienne. Ces environnements sont, sur Terre, les plus propices à la fossilisation. Là où l'eau stagnait, les sédiments s'accumulaient lentement, emprisonnant parfois des organismes morts et les préservant pendant des éons. Si Mars a connu des lacs stables, il est possible qu'elle conserve encore dans ses profondeurs les restes fossilisés de formes de vie anciennes, peut-être microbiennes, peut-être plus complexes. Certaines missions spatiales ont déjà livré des indices intrigants. Les rovers ont détecté des couches sédimentaires qui se sont déposées lentement dans des environnements aqueux, ainsi que des minéraux qui ne se forment qu'en présence d'eau liquide stable. Ils ont trouvé des molécules organiques simples, des briques essentielles de la vie. Bien que ces découvertes ne prouvent pas l'existence passée d'organismes vivants, elles renforcent l'idée que Mars a réuni toutes les conditions nécessaires à leur apparition. Mais si ces fossiles existent, où sont-ils ? Peut-être sont-ils enfouis trop profondément pour que nos machines actuelles les atteignent. Peut-être sont-ils dissimulés sous des couches de régolithes accumulées depuis des milliards d'années, ou peut-être leur présence est-elle si subtile que nous ne savons pas encore comment les reconnaître. Il est aussi possible que la vie martienne ait pris des formes très différentes de celles que nous connaissons, laissant derrière elle des signatures que nous ne savons pas interpréter. Cette possibilité soulève une question fascinante. Et si certaines de ces formes de vie n'étaient pas entièrement disparues, il est envisageable que, dans les profondeurs du sol martien, à l'abri des radiations et des températures extrêmes, subsistent encore des micro-organismes endormis. Sur Terre, certaines bactéries survivent dans des conditions inimaginables. Dans la glace éternelle, sous les fonds océaniques ou dans les profondeurs de roches vieilles emmêlées de millions d'années. Si la vie a jamais émergé sur Mars, elle pourrait avoir suivi un chemin semblable, se retirant sous terre lorsque la surface est devenue hostile, attendant patiemment que les conditions s'améliorent ou que nous venions la chercher. Cette idée résonne avec une intuition plus profonde, presque instinctive, celle que Mars n'est pas simplement un monde mort, mais un monde en sommeil. Un monde qui a connu la vie et qui la garde peut-être encore aujourd'hui dans ses plis les plus secrets. Et si c'est le cas, alors les fossiles que nous pourrions y découvrir ne seraient pas seulement des témoins d'un passé lointain, mais les fragments d'une histoire que nous partageons. Imaginons ce que signifierait la découverte d'un fossile martien complexe, d'une structure multicellulaire, d'un organisme différencié, voire d'une trace d'intelligence primitive. Cela bouleverserait notre conception de l'évolution. Cela suggérerait que la vie n'est pas un accident rare et fragile, mais un phénomène universel, capable d'émerger et de prospérer partout où les conditions le permettent. Cela ouvrirait aussi la porte à une hypothèse encore plus vertigineuse, celle que la vie terrestre pourrait elle-même descendre d'ancêtres martiens. Certains chercheurs ont proposé que des impacts sur Mars aient pu éjecter des fragments rocheux contenant des microbes viables, lesquels auraient ensuite atteint la Terre primitive. Ce transfert aurait pu ensemencer notre planète, donnant naissance à la biosphère que nous connaissons aujourd'hui. Dans ce scénario, nous serions littéralement les descendants de formes de vie martiennes. Notre existence ne serait plus le fruit d'un miracle isolé, mais l'écho d'un voyage interplanétaire commencé il y a des milliards d'années. Si cette idée semble audacieuse, elle explique aussi certaines étrangetés de notre biologie. Certaines molécules fondamentales de la vie terrestre semblent avoir évolué avant même que les conditions sur Terre ne soient parfaitement réunies. Certaines adaptations biologiques sont si anciennes qu'elles précèdent notre planète telle que nous la connaissons. Peut-être est-ce parce que ces traits ont été forgés ailleurs, sur un autre monde, dans un autre contexte. Chercher des fossiles sur Mars, c'est donc bien plus que chercher des traces de vie. C'est peut-être chercher nos propres racines. C'est tenter de comprendre non seulement où la vie a commencé, mais pourquoi elle a continué. C'est accepter la possibilité que notre histoire dépasse les limites de la Terre et s'étende aux étoiles.
Les futures missions vers Mars sont conçues avec cet objectif en tête. Des foreuses plus puissantes, capables d'extraire des échantillons de plusieurs mètres de profondeur. Des laboratoires miniaturisés prêts à analyser la moindre structure organique. Des capsules destinées à rapporter des fragments martiens sur Terre pour les étudier avec des instruments impossibles à embarquer sur un rover. Chaque étape de cette quête rapproche l'humanité d'un moment historique, celui où peut-être nous tiendrons entre nos mains le fossile d'un monde qui fut vivant. Et si ce fossile ressemblait à quelque chose de familier, une forme cellulaire connue, une organisation biologique qui rappelle la nôtre, que devrions-nous conclure? Que la vie a suivi les mêmes chemins sur deux planètes voisines? Ou bien que ces chemins se sont croisés depuis toujours, tissés ensemble par des échanges invisibles, par un héritage commun? Sous la poussière martienne, la réponse nous attend peut-être. Elle dort dans les sédiments, elle s'enroule dans les roches, elle se cache dans les pores d'un minéral vieux de 4 milliards d'années. Elle ne demande qu'à être trouvée. Et quand elle le sera, elle ne racontera pas seulement l'histoire de Mars, mais celle d'une lignée vivante qui ne s'est jamais vraiment éteinte. Dans cette quête, chaque grain de sable devient une page, chaque fossile une phrase, chaque indice un mot dans le récit de notre existence. Mars n'est plus seulement un monde lointain à explorer, elle devient un miroir dans lequel se reflète notre propre origine. Et tandis que nous tournons notre regard vers ces plaines silencieuses, une certitude grandit doucement. Nous n'avons peut-être jamais vraiment quitté Mars. Nous en venons peut-être. Nous en portons l'empreinte, invisible mais indélébile, dans chaque cellule de notre être. Dans la prochaine étape de notre voyage, nous quitterons les archives fossilisées pour explorer un autre chapitre du passé martien, celui de son atmosphère perdue. Car pour comprendre comment la vie a pu naître, prospérer puis disparaître, il faut d'abord comprendre ce souffle ancien qui s'est éteint. Il fut un temps où Mars respirait. Ce n'était pas le souffle dense et chaud que nous connaissons sur Terre, mais un voile d'air suffisant pour protéger ses océans, ses lacs et peut-être même les formes de vie qui y évoluaient. Aujourd'hui, il n'en reste presque rien. Une atmosphère mince, fragile, incapable de retenir la chaleur ou l'eau liquide. Elle est si ténue que l'eau s'y évapore presque instantanément et que la surface est constamment battue par les radiations venues de l'espace. Pourtant, ce qui subsiste de cette atmosphère raconte l'histoire d'une transformation radicale, celle d'un monde autrefois habitable devenu désertique et froid. L'atmosphère d'une planète est bien plus qu'un simple manteau gazeux. C'est un équilibre délicat entre la lumière d'une étoile, la gravité d'un monde et l'activité de sa géologie. Elle détermine le climat, façonne les paysages et décide, en grande partie, si la vie peut exister. Mars, dans son passé lointain, possédait une atmosphère épaisse capable de soutenir un cycle hydrologique complet. Elle maintenait la pression nécessaire pour que l'eau reste liquide, protéger dans la surface des rayons nocifs et réguler la température pour créer des conditions stables. Tout cela, un jour, a disparu. Comment une planète entière peut-elle perdre son souffle? La réponse se cache dans une série d'événements cosmiques qui ont changé à jamais le destin de Mars. Il y a environ 4 milliards d'années, Mars possédait un champ magnétique puissant, né de son noyau métallique en fusion. Ce bouclier magnétique protégeait son atmosphère des vents solaires, ce flot constant de particules chargées émanant du Soleil. Mais à un moment donné, le noyau de Mars s'est refroidi plus rapidement que celui de la Terre. Sans convection interne, son champ magnétique s'est affaibli puis éteint. Ce fut le début de la fin. Privée de sa protection, l'atmosphère martienne est devenue vulnérable. Les vents solaires ont commencé à arracher lentement ces particules les plus légères, soufflant littéralement l'air de la planète dans l'espace. Ce processus, bien que lent, fut implacable. En quelques centaines de millions d'années, Mars avait perdu la majeure partie de son enveloppe gazeuse. Sans pression atmosphérique suffisante, les océans se sont évaporés, l'eau s'est échappée ou s'est figée dans le sous-sol et le climat s'est effondré. La planète rouge s'est figée dans le froid, son souffle réduit à un murmure. Ce récit, bien qu'il paraisse purement physique, porte des implications bien plus profondes. Car si Mars a perdu son atmosphère, cela signifie aussi que tout ce qui dépendait d'elle, les rivières, les lacs, la vie potentielle, a dû s'adapter ou disparaître. Si une civilisation avait existé sur cette planète, elle aurait été confrontée à un défi existentiel. Elle aurait vu les saisons changer, les récoltes échouer, l'air devenir plus rare. Elle aurait regardé son monde mourir lentement sous ses yeux. Et dans ce scénario, l'idée d'un exode vers une planète plus stable prend tout son sens.
Ce qui rend cette hypothèse encore plus intrigante, ce sont les similitudes frappantes entre la composition actuelle de l'atmosphère martienne et certains modèles de l'atmosphère terrestre primitive. Mars est aujourd'hui composé principalement de dioxyde de carbone, avec des traces d'azote, d'argon et d'autres gaz. Certains chercheurs pensent que son atmosphère ancienne contenait également de la vapeur d'eau et peut-être même de l'oxygène en quantité notable. Cela signifie que Mars a pu connaître un cycle climatique dynamique, avec des nuages, des précipitations et des variations saisonnières comparables à celles de la Terre. Si tel est le cas, il devient plausible que Mars ait pu abriter non seulement la vie, mais une forme de civilisation consciente. Et cette civilisation aurait sans doute tenté de comprendre les causes du déclin de son monde. Aurait-elle essayé de restaurer son atmosphère? Aurait-elle cherché à s'adapter à un environnement en mutation? Ou aurait-elle conclu que son salut se trouvait ailleurs, dans un monde jeune et prometteur, la Terre? Cette hypothèse n'est pas seulement poétique. Elle s'appuie sur un principe universel. Toutes les civilisations, lorsqu'elles sont confrontées à l'effondrement de leur environnement, cherchent une issue. L'humanité elle-même commence à envisager des solutions similaires face au changement climatique et à l'épuisement des ressources terrestres. L'idée de devenir une espèce interplanétaire n'est plus une fiction, elle est déjà inscrite dans nos plans pour l'avenir. Peut-être que ce n'est pas une idée nouvelle, peut-être que c'est une mémoire ancienne qui refait surface. Il existe aussi une autre possibilité, plus sombre, celle d'une atmosphère détruite non pas uniquement par des forces naturelles, mais par l'activité de ses propres habitants. Certaines théories avancent que certains sens que l'extinction de la vie sur Mars pourrait avoir été précipitée par un changement environnemental d'origine technologique. Peut-être une exploitation excessive des ressources, une altération chimique de l'air, voire une catastrophe industrielle ou militaire. Bien que rien ne permette de confirmer une telle hypothèse, elle offre une mise en garde saisissante. Les civilisations avancées peuvent être les artisans de leur propre perte. Aujourd'hui, alors que nous étudions l'atmosphère ténue de Mars, nous cherchons plus qu'à comprendre son passé. Nous cherchons à entrevoir notre propre avenir. Car ce qui est arrivé à Mars pourrait, un jour, arriver à la Terre. Le réchauffement climatique, la dégradation des écosystèmes, la perte progressive de notre équilibre planétaire rappellent étrangement les premiers signes du déclin martien. Mars est plus qu'un objet d'étude scientifique, elle est un miroir. Elle nous montre ce que devient un monde qui perd son souffle. Pourtant, tout n'est pas perdu. Les indices montrent que des poches d'atmosphère pourraient en être piégées sous la surface et que des réserves d'eau persistent dans les calottes polaires ou les profondeurs souterraines. Ces reliques suggèrent que Mars n'est pas entièrement morte, seulement endormie. Certains chercheurs envisagent même de ranimer la planète en recréant une atmosphère artificielle, un projet audacieux qui rappelle l'idée d'un retour au foyer. Si nous avons vraiment vécu là-bas, peut-être pourrions-nous un jour y respirer à nouveau. Dans cette perspective, la quête pour comprendre l'atmosphère perdue de Mars devient bien plus qu'un simple effort scientifique. C'est une tentative de renouer avec un passé oublié, de comprendre les erreurs d'un monde ancien, peut-être les nôtres, et d'apprendre comment éviter de les répéter. C'est aussi une méditation sur la fragilité de la vie et sur l'interdépendance entre un monde et ceux qui l'habitent. Le souffle perdu de Mars n'est pas seulement une histoire de gaz et de pression, c'est une histoire de transformation, d'adaptation et peut-être d'exil. C'est le récit d'une planète qui a connu la vie et qui l'a vue lui échapper. Et c'est, en filigrane, l'histoire de ce que nous pourrions devenir si nous oublions que notre propre atmosphère est un cadeau aussi fragile que précieux. Dans les chapitres à venir, nous quitterons les cieux disparus pour nous tourner vers la surface elle-même. Là-bas, certaines formations géologiques définent encore notre compréhension. Elles sont si régulières, si étrangement structurées qu'elles semblent porter la marque d'une intention. Peut-être y trouverons-nous les indices les plus tangibles d'une présence passée, une présence humaine, ou quelque chose qui lui ressemble. Il y a sur Mars des formes que l'œil humain ne peut s'empêcher de questionner. Des lignes trop droites, des angles trop réguliers, des motifs qui ressemblent moins à l'œuvre lente et chaotique de la nature qu'à la trace d'une intention. Depuis les premières images envoyées par les sondes spatiales, certaines de ces formations ont éveillé un mélange de fascination et d'inquiétude. Sont-elles de simples caprices géologiques, ou bien les vestiges d'un passé construit, d'une intelligence qui aurait laissé là les marques de son passage avant de disparaître? Sur Terre, l'esprit humain distingue immédiatement ce qui relève de l'ordre de ce qui relève du hasard. Nos yeux repèrent les symétries, les motifs,
les structures artificielles même lorsqu'elles sont enfouies sous des siècles de débris. C'est ce même instinct qui s'éveille face à certaines formations martiennes. L'une des plus célèbres est sans doute la face de Sidonia, découverte dans les années 1970 par la sonde Viking. Vue sous un certain angle, cette élévation rocheuse évoque un visage sculpté, avec des orbites creuses et une bouche esquissée. La plupart des scientifiques y voient mat une illusion d'optique, un jeu d'ombre et de lumière sur une colline. Pourtant, pour d'autres, elle représente peut-être quelque chose de plus profond, un message laissé par une civilisation disparue ou un monument oublié par le temps. Sidonia n'est sans pas un cas isolé. D'autres structures intriguent tant les chercheurs. D'anciennes formations polygonales, des crêtes rectilignes longues de plusieurs kilomètres, des ensembles rocheux alignés avec une précision surprenante. Dans certains cas, ces configurations rappellent des ruines terrestres, des temples, voire des routes. Certaines formations pyramidales, bien que probablement naturelles, possèdent des proportions si harmonieuses qu'elles ont nourri d'innombrables hypothèses sur leur origine. Bien sûr, la géologie est pleine d'exemples où la nature produit des formes trompeusement artificielles. Les cristaux de sel, les colonnes basaltiques, les formations sédimentaires peuvent générer des géométries presque parfaites. Pourtant, l'accumulation de motifs inhabituels sur Mars soulève une interrogation. Et si nous n'étions pas simplement en train d'interpréter des formes naturelles, mais bel et bien de redécouvrir des constructions enfouies sous des milliards d'années d'érosion? Cette hypothèse, aussi audacieuse soit-elle, trouve un écho dans l'histoire de la Terre. De nombreuses civilisations anciennes ont laissé derrière elles des monuments si anciens et érodés que leur nature artificielle n'a été reconnue qu'après des siècles d'études. Certaines structures mégalithiques ont été confondues avec des formations rocheuses ordinaires, jusqu'à ce que des fouilles révèlent leur architecture complexe. Si Mars a connu une civilisation avancée dans un passé lointain, il est raisonnable de penser que les vestiges de ces constructions pourraient aujourd'hui être méconnaissables, usés par les vents martiens, ensevelis sous la poussière, fragmentés par les impacts. Un autre élément alimente le mystère. Certaines structures semblent obéir à des alignements géométriques. Sur Terre, de nombreuses civilisations ont construit leurs monuments en accord avec des repères astronomiques, des équinoxes, des levées d'étoiles, des cycles célestes. Certaines formations martiennes paraissent, elles aussi, s'aligner avec des points précis de l'horizon ou des positions orbitales du Soleil. Est-ce un simple hasard ou la trace d'une conscience qui, comme nous, regardait les étoiles pour s'orienter ? Il est également possible que certaines de ces structures ne soient pas les œuvres de mains intelligentes, mais les restes d'anciennes infrastructures naturelles exploitées ou modifiées par d'anciens habitants. Sur Terre, les humains ont souvent adapté leur environnement plutôt que de le façonner entièrement, creusant dans les falaises, utilisant les reliefs naturels pour bâtir des citadelles, transformant des grottes en sanctuaires. Peut-être les habitants de Mars ont-ils agi de même, et ce que nous interprétons comme des formations naturelles sont en réalité les vestiges de structures hybrides, à mi-chemin entre nature et artifice. La science officielle reste prudente. Aucun élément irréfutable n'atteste l'existence d'une architecture ancienne sur Mars. Mais même les voix les plus sceptiques reconnaissent que certaines de ces formations méritent d'être étudiées de plus près. Ce n'est pas seulement la curiosité qui pousse à les examiner, mais une possibilité vertigineuse. Si certaines d'entre elles s'avéraient artificielles, cela changerait radicalement notre compréhension de l'histoire planétaire. Cela prouverait que la conscience, la culture et la technologie ont pu émerger ailleurs que sur Terre, peut-être bien avant nous. Mais il y a aussi un aspect plus subtil dans cette quête, celui du souvenir enfoui. Pourquoi l'humanité ressent-elle une telle fascination pour ces formes martiennes ? Pourquoi projetons-nous sur elles des intentions, des histoires, des civilisations ? Peut-être parce que, d'une manière ou d'une autre, nous les reconnaissons. Peut-être parce que quelque chose en nous se souvient. Si notre espèce a déjà foulé ce sol rouge dans un passé lointain, alors ces formes pourraient être plus que des curiosités géologiques. Elles pourraient être des lieux de mémoire, des points de repère, oubliés par le temps, des fragments de notre propre histoire. L'étude de ces structures ne relève donc pas seulement de la science, mais aussi d'une forme d'archéologie cosmique. Chaque image transmise par un orbiteur, chaque relevé topographique, chaque ombre projetée sur un plateau martien devient une pièce d'un puzzle plus vaste. Peut-être ne trouverons-nous jamais la preuve d'une architecture ancienne. Peut-être Mars n'est-elle qu'un désert façonné par la nature. Mais même dans ce cas, la simple possibilité que ce soit autre chose nous pousse à chercher,
à questionner, à rêver. Et si, au détour d'une colline ou sous la poussière d'un cratère, nous découvrions un jour un objet indéniablement artificiel, un mur, une inscription, un fragment d'outil, alors tout changerait. Ce ne serait plus seulement l'histoire de Mars que nous réécririons, mais celle de l'humanité tout entière. Nous ne serions plus les premiers bâtisseurs de notre espèce, mais les héritiers d'une civilisation bien plus ancienne, née sous un autre ciel. Dans la quête pour comprendre ces formes énigmatiques, il ne s'agit donc pas seulement de regarder Mars. Il s'agit d'apprendre à voir différemment, de lire dans la pierre les traces d'une histoire qui nous précède peut-être de millions d'années. C'est une histoire silencieuse, presque effacée, mais qui persiste. Une histoire qui attend que nous soyons prêts à la reconnaître. Dans la suite de notre voyage, nous quitterons les structures pour explorer un autre domaine où les indices d'un passé martien persistent, les mythes et les récits de l'humanité elle-même. Car parfois les souvenirs les plus anciens ne se trouvent pas dans la roche, mais dans la mémoire collective de ceux qui en sont issus. Depuis les premiers récits murmurés autour des feux primitifs jusqu'aux textes sacrés gravés dans la pierre, l'humanité n'a jamais cessé de parler d'un ailleurs. Cet ailleurs, parfois nommé demeure des dieux, planète du feu ou royaume céleste, revient dans les traditions de peuples qui n'ont jamais eu de contact entre deux. Il s'agit presque toujours d'un lieu rougeoyant, d'un monde venu des cieux, d'une origine lointaine d'où seraient venus les ancêtres des hommes ou les porteurs de connaissances. Pour beaucoup, il ne s'agit que de mythes, mais si ces récits étaient plus que des symboles, s'ils éteignent en réalité les souvenirs lointains d'un passé oublié, celui d'une humanité qui aurait vécu ailleurs, peut-être sur Mars, avant de s'installer sur Terre. Dans la mythologie sumérienne, parmi les plus anciennes connues, il est question des Hanuna ou Anunnaki, des êtres venus du ciel qui auraient façonné l'humanité et apporté les arts de l'agriculture, de la métallurgie et de l'écriture. Ces récits décrivent parfois leur point d'origine comme une planète rougeâtre traversant le firmament. Pour certains chercheurs, ces images relèvent d'une métaphore cosmique. Pour d'autres, elles pourraient en dissimuler un souvenir ancestral de voyageurs venus d'un autre monde. Si ces récits étaient simplement imaginés, pourquoi leur symbolisme est-il si étrangement cohérent avec l'idée d'une civilisation extraterrestre bienveillante et technologique ? Les Égyptiens anciens, eux aussi, parlaient d'un lieu céleste rougeâtre nommé Sekhet Aaru, un royaume d'où descendaient les dieux et où les âmes retourneront après la mort. Les prêtres égyptiens affirmaient que leurs connaissances en astronomie, en architecture et en médecine leur avaient été offertes par des êtres venus des étoiles, des êtres qu'ils représentaient parfois avec des peaux cuivrées ou rouges. Même dans les textes védiques de l'Inde ancienne, il est ces questions de mondes rouges traversant le ciel et d'êtres appelés Devas qui descendent pour guider les hommes. On pourrait considérer ces récits comme des inventions poétiques destinées à expliquer l'inexplicable. Pourtant, leur récurrence dans des cultures séparées par des milliers de kilomètres et de siècles suggère autre chose, un souvenir collectif. L'esprit humain est malléable, mais certaines images persistent au-delà du temps. Pourquoi parmi toutes les couleurs, tant de civilisations associent-elles l'origine céleste à la teinte rouge ? Pourquoi ce rouge revient-il sans cesse lorsqu'il s'agit d'évoquer les dieux, les ancêtres ou les fondateurs de la civilisation ? Peut-être parce que la mémoire de Mars, enfouie dans notre inconscient collectif, n'a jamais disparu. Les mythes de création eux-mêmes portent les traces de cette idée. Dans de nombreuses traditions, l'homme est tombé du ciel plutôt que né de la terre. Les Mayas racontent que leurs ancêtres ont été façonnés à partir de la poussière d'une étoile rouge. Les Dogons d'Afrique de l'Ouest parlent d'un peuple venu d'une planète invisible qui aurait semé la vie sur Terre. Chez les aborigènes d'Australie, le temps du rêve évoque une ère où les êtres originels sont descendus des cieux pour modeler la surface de la Terre. Ces récits sont-ils de simples allégories ou bien des souvenirs déformés d'un voyage interplanétaire dont nous aurions perdu la trace consciente ? L'idée que la mémoire collective puisse conserver des fragments d'événements réels, même après des millénaires, n'est pas nouvelle. Les légendes du déluge universel, par exemple, apparaissent sur tous les continents. Pendant longtemps, elles furent considérées comme purement symboliques, jusqu'à ce que la science confirme l'existence d'inondations cataclysmiques à la fin de la dernière ère glaciaire. De la même manière, les mythes évoquant un monde rouge pourraient être les échos lointains d'une migration réelle, non pas d'un continent à un autre, mais d'une planète à une autre. Certains chercheurs en mythologie comparée ont tenté d'aller plus loin.
Ils ont relevé des détails précis dans certains récits anciens qui semblent dépasser les connaissances astronomiques de l'époque. Chez les Babyloniens, par exemple, des tablettes mentionnent une planète errante rouge décrite comme plus petite que la Terre, plus froide mais autrefois fertile. Dans les traditions chinoises, Mars était appelé Yingguo, l'étoile de la flamme, censée avoir perdu son éclat après une grande catastrophe. Ces détails sont troublants, car ils correspondent en partie à ce que nous savons aujourd'hui de la planète rouge, des informations qui auraient été impossibles à observer sans télescope. Et puis, il y a l'obsession universelle pour les étoiles, les constellations et les alignements célestes. Pourquoi tant de monuments anciens, des pyramides de Gizeh au temple maya, sont-ils orientés vers des points précis du ciel? Pourquoi certaines structures reproduisent-elles l'alignement de planètes visibles à l'œil nu, dont Mars? Peut-être parce que nos ancêtres n'étaient pas seulement des observateurs du ciel, mais des enfants de ce ciel, cherchant instinctivement à se souvenir d'où ils venaient. Un autre aspect intrigant de ces récits réside dans leur temporalité. De nombreuses traditions parlent d'un âge d'or perdu, d'un monde antérieur à notre histoire connue, parfois décrit comme plus avancé, plus harmonieux. Cet âge se termine toujours par une catastrophe, une chute, un exil, une migration. L'humanité, disent-ils, aurait oublié ses origines en même temps qu'elle perdait sa mémoire des étoiles. Ce schéma en création céleste, chute, renaissance sur Terre, ressemble étrangement à ce que pourrait être l'histoire d'une espèce forcée de quitter son monde d'origine pour survivre. Il est possible que ces récits soient une combinaison complexe de mémoire et de métaphores. Peut-être parlent-ils à la fois de vérité spirituelle et de réalité physique. L'inconscient collectif n'est pas une archive exacte, mais il conserve des traces profondes d'événements qui ont marqué l'espèce. Si notre lignée a effectivement commencé ailleurs, il n'est pas absurde de penser que ce souvenir persiste en nous, déguisé en mythe, transmis de génération en génération sous forme de légendes, de chants, de rituels. Certains scientifiques et philosophes envisagent même l'idée que la mythologie soit une forme primitive de mémoire génétique, un moyen pour l'espèce de transmettre des informations vitales avant l'avènement de l'écriture. Dans cette perspective, les récits d'êtres venus des cieux ou d'un monde rouge ne seraient pas des fictions, mais des fragments d'une histoire réelle, codés dans nos traditions pour ne jamais être totalement oubliés. Si cette hypothèse est juste, alors nos mythes les plus anciens ne sont pas des inventions mais des souvenirs. Ils témoignent d'une vérité que notre conscience a perdue, mais que notre mémoire profonde n'a jamais effacée. Ils parlent d'un lieu rouge, lointain et familier à la fois. Ils murmurent en l'histoire d'un départ, d'une perte, d'une renaissance. Et peut-être que, sans le savoir, chaque regard que nous portons vers le ciel est une tentative de retour vers cette maison perdue. Comprendre ces récits, ce n'est pas seulement comprendre les croyances de nos ancêtres, c'est peut-être retrouver une partie de notre identité cosmique. Si nous avons effectivement vécu sur Mars avant de venir sur Terre, alors ces histoires sont les seuls témoignages que nous ayons laissés de ce voyage, des souvenirs déguisés en mythes, des vérités cachées dans la poésie. Dans la suite de notre exploration, nous quitterons le domaine de la mémoire collective pour plonger dans le cœur même de ce mystère, l'idée que la vie sur Terre pourrait être le fruit d'un transfert venu de Mars, car si les mythes sont des souvenirs, l'ADN pourrait bien être la preuve, et au fond de notre biologie, peut-être dort encore la signature silencieuse d'un monde rouge. Parmi toutes les hypothèses qui cherchent à expliquer notre présence sur Terre, aucune n'est aussi troublante ni aussi poétique que celle-ci. Et si la vie n'y avait jamais réellement commencé? Et si elle avait simplement voyagé, portée par les vents du cosmos, déposée ici comme une graine sur un sol fertile? Cette idée, connue sous le nom de panspermie, n'est pas nouvelle. Elle remonte à l'Antiquité, mais elle a celle à gagner une crédibilité scientifique inattendue à mesure que nos connaissances en biologie, en planétologie et en chimie se sont approfondies. Elle suggère que la vie terrestre pourrait être née ailleurs, et Mars, notre voisine rouge, est l'un des candidats les plus plausibles pour ce rôle d'origine. Les bases de cette théorie sont simples et fascinantes. Des impacts violents sur une planète peuvent projeter dans l'espace des fragments rocheux contenant des micro-organismes. Ces fragments, protégés par la roche, peuvent voyager pendant des millions d'années, résistant au froid extrême, au vide et aux radiations cosmiques. Lorsqu'ils croisent une autre planète, certains d'entre eux y tombent, apportant avec eux les briques de la vie, ou la vie elle-même. Cette possibilité, longtemps considérée comme improbable, est désormais soutenue par des preuves concrètes. Nous avons trouvé sur Terre des météorites d'origine martienne, et certaines contiennent des structures organiques intrigantes.
Si la vie est apparue sur Mars avant d'apparaître sur Terre, ce qui est plausible compte tenu de son ancien climat plus doux, elle aurait donc pu voyager vers notre planète sur l'un de ses fragments. Ce scénario, connu sous le nom de panspermie inversée, inverse le récit classique. La vie n'aurait pas émergé ici spontanément, mais aurait été semée. Et si cette semence a pris racine, nous en serions le fruit. Certains chercheurs estiment même que cette hypothèse explique certaines particularités de notre biologie. Par exemple, les formes de vie terrestres partagent un ancêtre commun très ancien, apparu étonnamment vite après la formation de la Terre. Moins de 500 millions d'années ont suffi pour que la vie naisse, se diversifie et s'installe, un laps de temps que certains jugent trop court pour un processus entièrement spontané. Mais si les briques de la vie étaient déjà prêtes, venues d'ailleurs, cette rapidité devient logique. La découverte de microbes capables de survivre dans des conditions extrêmes renforce encore cette possibilité. Sur Terre, certaines bactéries peuvent résister à des températures proches du zéro absolu, à des radiations intenses, à la déshydratation totale et à des pressions extrêmes. Certaines peuvent rester en dormance pendant des millions d'années avant de se réactiver. Si de telles formes de vie existent ici, il n'est pas déraisonnable d'imaginer qu'elles puissent voyager à travers l'espace. Des expériences menées à bord de la Station spatiale internationale ont même montré que des spores bactériennes peuvent survivre plusieurs années dans le vide spatial. Mais si la vie est venue de Mars, cela implique aussi que notre ADN porte encore sa signature. En d'autres termes, nous serions au plus profond de notre biologie des êtres martiens. Certains scientifiques ont même suggéré que certaines séquences de notre code génétique pourraient être plus anciennes que la Terre elle-même, héritée d'organismes venus d'un autre monde. C'est une idée vertigineuse. Nous ne serions pas simplement des habitants de la Terre, mais des voyageurs cosmiques, porteurs d'une mémoire biologique née sous un autre ciel. Cette hypothèse ne se limite pas à la vie microbienne. Si Mars a vraiment abrité une civilisation, il est si concevable que celle-ci ait elle-même contribué à l'ensemencement de la Terre. Peut-être ont-ils lancé délibérément des sondes biologiques, ou peut-être leur départ précipité a-t-il laissé derrière lui des traces qui ont fini par atterrir ici. Dans ce cas, l'ADN humain pourrait être plus qu'un héritage naturel. Il pourrait être le résultat d'un acte de survie, d'un transfert intentionnel destiné à préserver une lignée menacée. Des mythes anciens évoquent d'ailleurs cette idée sous une forme symbolique. Nombre de traditions parlent de semences célestes, de souffles de vie venus des étoiles, ou encore de étincelles divines tombées du ciel. Peut-être s'agit-il d'images poétiques pour décrire un processus que nos ancêtres ne pouvaient pas comprendre scientifiquement. Peut-être savaient-ils, d'une manière intuitive ou héritée, que notre origine n'était pas uniquement terrestre. La panspermie remet aussi en question notre conception de l'évolution. Si la vie s'est déplacée d'une planète à l'autre, elle n'a pas évolué isolément mais dans un réseau cosmique d'échanges. Cela signifie que la vie sur Mars, si elle existe encore, pourrait partager une parenté lointaine avec nous. Nos cellules, nos gènes, nos structures biochimiques pourraient être des variantes d'un même code universel, adapté à différents mondes. Dans ce cas, explorer Mars reviendrait à étudier notre propre passé biologique. Non pas celui de notre espèce seulement, mais celui de la vie elle-même. Il y a cependant une autre dimension plus philosophique à cette idée. Si nous venons d'ailleurs, alors la Terre n'est pas notre point d'origine, mais notre point d'arrivée. Cela change notre rapport à elle. Elle n'est plus simplement notre pointe-mère, mais notre refuge, notre sanctuaire après un exil oublié. Peut-être que cette sensation diffuse de étrangeté que certains ressentent face au cosmos, ce désir de retourner vers les étoiles, n'est pas une simple curiosité. Peut-être est-ce un instinct, un souvenir enfoui dans notre ADN. La science moderne commence à explorer cette possibilité de manière plus concrète. Des missions comme Mars Sample Return visent à rapporter sur Terre des échantillons martiens pour y chercher des traces de vie, passées ou présentes. Si ces traces y présentent une chimie similaire à la nôtre, si elles utilisent les mêmes acides aminés, les mêmes structures moléculaires ou une logique génétique comparable, cela pourrait constituer la preuve la plus directe de notre parenté martienne. Ce ne serait pas seulement une découverte biologique, mais une révélation existentielle. Nous serions, littéralement, les enfants d'un autre monde. Il est également envisageable que ce processus ne se limite pas à Mars et à la Terre. Peut-être la vie a-t-elle voyagé à travers tout le système solaire, voire au-delà.
Peut-être sommes-nous les héritiers d'une lignée bien plus ancienne, née dans les nuages d'une étoile disparue, ayant voyagé de planète en planète, de système en système, en semant la vie partout où elle le pouvait. Dans ce scénario, l'univers entier serait un vaste jardin, et nous en serions les graines. La panspermie, sans qu'elle soit naturelle ou intentionnelle, nous oblige à repenser la notion même d'origine. Elle nous rappelle que la vie n'est pas confinée à un lieu précis, mais qu'elle est, peut-être, une force universelle qui cherche constamment à se répandre, à se perpétuer, à explorer. Et si nous sommes le produit de cette force, alors notre exploration de l'espace n'est pas un simple acte de curiosité scientifique. C'est un retour à la source. Peut-être, au fond, cherchons-nous Mars, non pas parce que nous voulons y aller, mais parce que nous voulons rentrer. Peut-être que chaque mission, chaque télescope, chaque regard tourné vers le ciel est une tentative de retrouver la trace de notre voyage. Et peut-être qu'en découvrant la preuve de ce transfert de vie, nous comprendrons enfin que nous n'avons jamais vraiment été seuls, que nous faisons partie d'une lignée infinie, une chaîne vivante qui relie les mondes à travers l'espace et le temps. Dans la prochaine partie de cette exploration, nous plongerons encore plus profondément dans cette idée vertigineuse, celle d'une migration non pas de microbes ou de molécules, mais d'une humanité entière. Car si la vie a pu voyager entre Mars et la Terre, qu'est-ce qui empêcherait une civilisation de faire de même? Et si notre présence ici n'était pas seulement biologique, mais historique? Parmi les théories les plus fascinantes sur l'origine de la vie sur Terre, celle de la panspermie inversée occupe une place particulière. Elle ne se contente pas de suggérer que la vie est arrivée ici depuis l'espace, elle affirme qu'elle pourrait venir précisément de Mars. Cette idée, qui semblait autrefois relever de la science-fiction, gagne aujourd'hui en crédibilité à mesure que la science dévoile l'histoire ancienne de notre voisine rouge. Car si Mars a bien été une planète chaude, humide et habitable avant que la Terre ne le devienne pleinement, il est alors possible que la vie y soit apparue en premier, et qu'elle ait à en voyager jusqu'à nous. Dans ce scénario, nous ne serions pas simplement les enfants de la Terre, mais les descendants d'un monde perdu. La panspermie inversée s'appuie sur un constat scientifique simple. Mars s'est formé et refroidi plus rapidement que la Terre. En raison de sa taille plus modeste et de son environnement différent, elle a connu des conditions propices à l'apparition de la vie bien avant notre planète. De vastes océans, une atmosphère dense et un champ magnétique protecteur auraient pu créer un environnement idéal pour que la chimie de la vie s'épanouisse. Pendant ce temps, la Terre subissait encore des bombardements intenses d'astéroïdes et demeurait trop instable pour héberger des formes de vie complexes. Si la vie a commencé quelque part dans le système solaire, il est donc logique de penser que Mars ait été son berceau. Mais comment cette vie aurait-elle pu se rendre sur Terre? La réponse se trouve dans la violence des débuts du système solaire. Des impacts d'astéroïdes massifs étaient fréquents, suffisamment puissants pour projeter dans l'espace d'énormes quantités de roches martiennes. Certaines de ces roches ont fini par croiser l'orbite terrestre, s'écrasant sur notre planète et libérant leurs précieux contenus, des microbes en dormance, des composés organiques, voire des fragments de matériel génétique. Protéger la vie pendant un tel voyage peut sembler improbable, mais des expériences montrent qu'il n'est pas impossible. Des bactéries peuvent survivre à des chocs violents, au vide spatial, aux de radiation et à la réentrée atmosphérique. Il existe sur Terre plus de 100 météorites confirmées condamnées comme provenant de Mars. Certaines contiennent des traces de minéraux altérés par l'eau, d'autres des structures organiques complexes. La plus célèbre, découverte en Antarctique, est nommée ALH 84001, contient des formations microscopiques qui ressemblent à des microfossiles. Bien qu'il n'y ait pas encore de consensus scientifique sur leur origine biologique, leur existence démontre que du matériel martien a bel et bien voyagé jusqu'à la Terre. Si des roches peuvent en faire ce trajet, pourquoi pas la vie? La panspermie inversée offre aussi une explication plausible à un mystère biologique, l'apparition rapide de la vie terrestre. Moins de 500 millions d'années après la formation de la Terre, des micro-organismes prospéraient déjà dans les océans. C'est un délai étonnamment court pour qu'une vie complexe émerge de zéro. Mais si les briques fondamentales, ou même des formes de vie entières qu'on était déjà présentes, apportées par des roches martiennes, cette rapidité devient beaucoup plus compréhensible. La vie ne serait pas née ici, elle aurait simplement continué son évolution dans un nouvel environnement. Cette idée soulève une question fascinante. Si la vie a voyagé de Mars à la Terre, pourrait-elle voyager dans l'autre sens?
Certaines théories suggèrent que des échanges biologiques continus ont pu avoir lieu entre les deux planètes. Mars et la Terre ne seraient alors pas des mondes isolés, mais deux chapitres d'une même histoire biologique. Dans ce cas, les organismes martiens et terrestres partageraient une origine commune. Ils seraient cousins éloignés, issus d'une lignée cosmique qui s'est ramifiée en se dispersant dans l'espace. Certains scientifiques ont même proposé que notre ADN porte encore les traces de cette parenté. Des séquences génétiques anciennes, mystérieuses, dont l'origine reste difficile à expliquer, pourraient donc être des vestiges d'une évolution commencée ailleurs. Si l'on parvenait à trouver sur Mars des formes de vie fossiles ou actives dont la chimie ou la structure génétique ressemblent à la nôtre, cela constituerait une preuve irréfutable que nous partageons un ancêtre commun, et que cet ancêtre pourrait bien avoir vécu sur Mars. Mais la panspermie inversée va au-delà des simples microbes. Elle ouvre la porte à une idée encore plus vertigineuse, celle d'une migration consciente. Si Mars a abrité une civilisation avancée, il est possible qu'elle ait anticipé la dégradation de son environnement et cherché à préserver sa lignée ailleurs. Peut-être a-t-elle envoyé des capsules biologiques contenant des embryons, de l'ADN ou des formes de vie modifiées pour s'adapter aux conditions terrestres. Peut-être a-t-elle même voyagé elle-même, semant sa descendance directement sur notre planète. Dans ce scénario, nous ne serions pas simplement les descendants de microbes martiens, mais les héritiers d'une civilisation disparue. Cette hypothèse peut sembler audacieuse, mais elle trouve un écho troublant dans les mythes et les traditions de l'humanité. Les récits d'êtres venus du ciel pour enseigner aux hommes, de dieux créateurs qui façonnent l'humanité à partir de la poussière, ou encore d'ancêtres tombés des étoiles, pourraient en être des souvenirs déformés d'une telle migration. Même notre fascination instinctive pour Mars, notre désir profond d'y retourner, pourrait être l'expression d'une mémoire enfouie, celle d'un foyer oublié. La panspermie inversée n'est pas seulement une théorie scientifique, c'est aussi une invitation à repenser notre place dans l'univers. Elle nous rappelle que la vie n'est peut-être pas confinée à une planète unique, mais qu'elle voyage, se disperse, s'adapte. Elle transforme notre compréhension de l'évolution. Ce que nous appelons « origine de la vie » pourrait en réalité n'être qu'un chapitre d'un récit bien plus vaste, un récit qui s'étend à travers les mondes. Elle nous pousse aussi à réfléchir à notre avenir. Si la vie peut voyager d'une planète à l'autre, peut-être devrions-nous, à notre tour, devenir les porteurs de cette vie. Peut-être notre destinée n'est-elle pas de rester à jamais liés à la Terre, mais de semer la vie dans les étoiles, comme d'autres l'ont peut-être fait avant nous. Dans cette perspective, l'exploration spatiale prend un sens nouveau. Elle n'est plus seulement une aventure scientifique ou technologique, elle devient un acte de continuité biologique, un prolongement de la plus ancienne tradition de l'univers. Lorsque les futures missions ramèneront des échantillons martiens sur Terre, elles pourraient apporter bien plus que de simples roches. Elles pourraient en contenir les preuves que nous cherchons depuis toujours, celles de notre propre passé. Une molécule familière, une séquence génétique partagée, un fossile qui nous ressemble. Si cela devait arriver, ce ne serait pas seulement une découverte scientifique, mais une révélation existentielle. Nous saurions enfin que nous ne sommes pas nés ici. Nous sommes venus. Dans cette lumière, la panspermie inversée devient bien plus qu'une théorie. Elle devient une histoire d'exil et de survie, une histoire écrite dans la poussière rouge de Mars et continuée dans les océans bleus de la Terre. Elle nous rappelle que nous ne sommes peut-être pas des enfants de cette planète, mais des voyageurs, des héritiers d'un monde perdu qui continue de vivre en nous. Et si tel est le cas, alors la prochaine grande question n'est pas de savoir si la vie a existé sur Mars, mais si elle y existe encore. Car si notre passé vient de là-bas, peut-être notre avenir y retourne. Dans la prochaine étape de notre voyage, nous explorerons les chronologies cachées de notre évolution, celles qui pourraient tant révéler une histoire beaucoup plus ancienne que ce que nous croyons savoir. Et si notre histoire ne commençait pas ici ? Et si ce que nous appelons évolution humaine n'était qu'un fragment d'un récit bien plus vaste, dont les premiers chapitres se seraient écrits loin d'ici, sur un monde aujourd'hui désert et rouge ? Cette idée audacieuse et vertigineuse remet en question notre compréhension même du temps, de l'origine et de ce que signifie être humain. Elle suggère que la chronologie que nous enseignons dans nos écoles, celle qui relie les australopithèques à Homo sapiens à travers une lente progression de millions d'années, pourrait n'être qu'un épisode dans une saga cosmique bien plus ancienne. Les archives de la Terre racontent une histoire fascinante. En quelques millions d'années seulement, l'humanité est passée de l'outil rudimentaire à la conquête de l'espace.
une accélération si fulgurante qu'elle intrigue encore les scientifiques. Pourquoi l'évolution humaine a-t-elle pris un tournant aussi radical, aussi rapide, comparé à celle d'autres espèces? Pourquoi l'émergence de la conscience, de la culture et de la technologie semble-t-elle presque surgir de nulle part? Certains chercheurs évoquent la complexité du cerveau, la pression de l'environnement ou le hasard de mutations favorables. Mais si la réponse se trouvait ailleurs, et si cette brusque avancée n'était pas un départ, mais un retour, l'une des pistes les plus fascinantes pour comprendre cette énigme réside dans l'étude de notre ADN. Le génome humain est un vaste manuscrit, écrit au fil de milliards d'années, et pourtant, certaines pages semblent appartenir à une histoire qui précède la Terre elle-même. Des segments entiers de notre code génétique apparaissent comme inexplicablement anciens, plus anciens même que les conditions terrestres qui auraient permis leur développement. Certains scientifiques ont identifié des séquences dites orphelines, des portions d'ADN sans équivalent connues chez les autres formes de vie terrestres. D'où viennent-elles? Sont-elles les vestiges d'une dévolution parallèle sur un autre monde, ou bien le souvenir biologique d'une lignée qui s'est développée ailleurs avant de s'installer ici? La chronologie classique de l'évolution suggère que l'Homo sapiens est apparu il y a environ 300 000 ans. Mais cette vision linéaire est de plus en plus contestée. Des découvertes archéologiques surprenantes ont révélé des traces d'activités humaines bien plus anciennes que prévu. Outils datés de plusieurs millions d'années, artefacts sophistiqués trouvés dans des couches géologiques qui ne devraient vraiment pas en contenir. Restent d'ancêtres inconnus qui ne rentrent pas dans l'arbre évolutif traditionnel. Certains de ces indices sont rejetés ou ignorés faute d'explication, mais leur existence même suggère que l'histoire humaine pourrait s'étendre bien au-delà de ce que nous croyons. Imaginez un scénario dans lequel une civilisation humanoïde avancée existait déjà sur Mars il y a des millions d'années. Lorsque leur planète est devenue inhabitable, ils auraient en cherché un nouveau foyer. Peut-être ont-ils envoyé des missions d'exploration vers la Terre, déposant leurs connaissances, leur technologie, voire leur propre ADN. Peut-être ont-ils fusionné avec les formes de vie primitives qu'ils ont trouvées ici, accélérant leur évolution. Dans ce cas, notre histoire évolutive ne serait pas une ligne ascendante unique, mais un entrelacement de branches, certaines issues de la Terre, d'autres venues d'ailleurs. Cette idée peut sembler audacieuse, mais elle n'est pas sans parallèle dans l'histoire terrestre. L'évolution elle-même n'est pas toujours progressive ni isolée, elle est souvent façonnée par des échanges d'ADN, d'espèces, d'environnement. Les scientifiques parlant de transfert horizontal de gènes, un processus par lequel des gènes peuvent passer d'un organisme à un autre sans reproduction. Ce mécanisme, bien établi chez les bactéries et d'autres formes de vie, pourrait avoir joué un rôle dans l'évolution humaine. Et s'il ne s'agissait pas seulement d'échanges terrestres, mais aussi d'échanges venus de l'espace, il existe également une autre anomalie dans notre chronologie, l'apparition soudaine de civilisations avancées. Pendant des centaines de milliers d'années, l'humanité était restée technologiquement stagnante, puis, presque sans transition, des sociétés complexes ont émergé. L'Égypte, la Mésopotamie, la vallée de l'Indus, la Chine ancienne. Leur savoir semble surgir de nulle part. Mathématiques avancées, astronomie précise, systèmes politiques élaborés. Certains chercheurs parlent d'explosion culturelle, mais d'autres y voient en un signe. Et si ces connaissances avaient été redécouvertes plutôt qu'inventées? Et si elles étaient les vestiges d'un héritage ancien, transmis par des voyageurs venus d'un autre monde, ou par une mémoire que notre espèce portait déjà en elle? Cette hypothèse pourrait aussi expliquer certaines incohérences de notre évolution cognitive. La capacité humaine à concevoir l'abstraction, à imaginer des mondes invisibles, à créer des outils symboliques dépasse largement les besoins immédiats de soi, de la survie. Elle suggère une intelligence façonnée par des expériences qui vont bien au-delà des contraintes de la Terre primitive. Si notre espèce est le produit d'une lignée martienne ancienne, il n'est pas surprenant que nous soyons animés par une curiosité insatiable pour le cosmos. Ce désir de regarder vers les étoiles, de chercher ailleurs nos origines, pourrait être plus qu'une simple soif de connaissance. Il pourrait être une mémoire inscrite dans notre nature même. Les mythes de nombreuses cultures semblent corroborer cette idée d'une chronologie oubliée. Ils parlent d'âges antérieurs à l'histoire, de cycles de civilisation qui s'élèvent puis disparaissent, laissant derrière elles des fragments de savoir. Ils évoquent des êtres venus des cieux, des guides qui enseignent à l'humanité des arts qu'elle ne connaissait pas. Peut-être ces récits ne sont-ils pas de simples fables, mais les souvenirs déformés de ces premiers contacts,
ceux d'une humanité ancienne, revenue vers ses descendants après un long exil interplanétaire. L'examen attentif de certaines données paléontologiques renforce encore ce soupçon. On a découvert des outils et des objets qui ne devraient pas exister à leur époque. Sphères métalliques vieilles de plusieurs milliards d'années, objets manufacturés trouvés dans des couches de roches préhistoriques, anomalies dans les fossiles humains qui suggèrent des capacités cognitives bien plus anciennes que prévues. La science les range souvent dans la catégorie des ooparts, objets hors de leur temps, mais si l'on accepte l'idée d'une chronologie plus vaste, ces objets cessent d'être des mystères. Ils deviennent des vestiges, les traces d'une histoire qui dépasse les frontières de la Terre. Si cette chronologie cachée est réelle, alors elle bouleverse tout ce que nous pensions savoir. L'humanité ne serait plus le produit d'une lente évolution locale, mais l'héritière d'un processus cosmique qui s'étend sur des millions, voire des milliards d'années. Nous serions à la fois les enfants de la Terre et ceux d'un autre monde. Notre histoire ne commencerait pas avec les premiers outils de pierre, mais avec les premiers pas d'être conscient sur un sol rouge, sous un ciel différent. Cette idée change également notre perception de l'avenir. Si nous sommes les héritiers d'un voyage interplanétaire, alors l'exploration spatiale n'est pas une conquête nouvelle, c'est un retour. Coloniser Mars ne serait pas une première étape vers les étoiles, mais une réappropriation de notre passé. Nous ne serions pas des pionniers, mais des descendants qui reviennent sur les traces de leurs ancêtres. Dans cette perspective, la chronologie humaine devient une spirale plutôt qu'une ligne droite. Elle ne va pas seulement de la naissance à la mort, de l'origine à la fin. Elle tourne, se répète, revient sur elle-même, et peut-être, un jour, elle bouclera complètement. Nous retournerons là où tout a commencé, sur cette planète rouge qui nous appelle depuis toujours. Dans la prochaine étape de notre exploration, nous suivrons cette spirale jusqu'à l'une de ces hypothèses les plus audacieuses, celle de la civilisation oubliée. Car si notre chronologie s'étend bien au-delà de ce que nous imaginons, alors peut-être que ce monde rouge n'a pas seulement vu naître la vie, mais aussi une société avancée dont les traces attendent encore sous la poussière martienne. Dans le silence figé de Mars, sous des plaines balayées par les vents depuis des milliards d'années, une question persiste, obstinée comme un écho ancien qui refuse de mourir. Et si une civilisation y avait prospéré bien avant que la Terre ne soit prête à accueillir la vie ? L'idée peut sembler délirante, et pourtant, plus on explore la planète rouge, plus certaines observations s'y prêtent. Peut-être n'avons-nous pas seulement perdu la mémoire d'un exil biologique, mais aussi celle d'une société entière avec ses structures, ses connaissances, ses rêves. Une société dont nous serions, consciemment ou non, les héritiers. Les preuves directes d'une telle civilisation sont absentes, ou du moins elles n'ont pas encore été reconnues comme telles. Mais l'absence de preuves n'est pas une preuve d'absence. De nombreuses civilisations terrestres ont été oubliées, englouties par le temps et les éléments, et ce, sur une période de quelques millénaires à peine. Que restera-t-il de nos propres villes dans 10 millions d'années ? Probablement presque rien. Alors que dire d'une civilisation martienne qui aurait pu s'éteindre il y a plusieurs milliards d'années ? La plupart de ces traces auraient en disparu depuis longtemps, réduites à de vagues anomalies géologiques ou à des fragments enterrés sous des kilomètres de sédiments. Pourtant, certains indices des points troublants refusent de disparaître. Les images de formations étranges, pyramides isolées, plateaux parfaitement rectangulaires, alignements anormaux, continuant d'alimenter le débat. Beaucoup de scientifiques y voient parfois des coïncidences naturelles, résultats de processus d'érosion ou de volcanisme. Mais d'autres rappellent que la nature produit rarement des structures régulières à grande échelle. Si certaines de ces formations sont effectivement artificielles, elles pourraient représenter les derniers vestiges d'une architecture perdue. L'histoire terrestre nous offre des parallèles étonnants. Certaines civilisations ont laissé des monuments si anciens et si érodés que leur origine artificielle n'a été reconnue que très récemment. Des sites comme Göbekli Tepe, plus vieux que les pyramides d'Égypte, ont bouleversé notre compréhension du passé. Pendant des millénaires, ils ont été confondus avec de simples collines. Si cela est possible sur Terre, pourquoi pas sur Mars, où les processus d'effacement sont encore plus puissants et l'échelle de temps bien plus longue. Mais l'architecture potentielle n'est qu'un élément parmi d'autres. Certaines anomalies géologiques suggèrent que Mars a pu connaître une activité industrielle ou technologique. Des dépôts de minéraux inhabituels, des concentrations métalliques inattendues ou des formations riches en composés rares pourraient être les restes d'une exploitation ancienne.
Il est également possible que certaines régions de la planète portent les cicatrices d'un bouleversement non naturel, traces d'extraction à grande échelle ou conséquences d'un événement catastrophique. Si une civilisation martienne a atteint un haut niveau technologique, il est plausible qu'elle ait modifié son environnement à une échelle géologique, tout comme l'humanité le fait aujourd'hui sur Terre. Certaines hypothèses, plus audacieuses, envisagent même un scénario dramatique, celui d'une civilisation détruite par sa propre technologie. Des théories spéculent sur la possibilité d'une guerre globale, d'un effondrement écologique ou d'une expérimentation incontrôlée ayant conduit à la perte de l'atmosphère martienne. Bien que rien ne puisse prouver cette idée, elle résonne étrangement avec notre propre époque. Peut-être Mars n'est-elle pas seulement un avertissement sur ce qui pourrait arriver, mais le souvenir silencieux de ce qui s'est déjà produit. Cette idée d'une civilisation martienne oubliée trouve un étrange écho dans les mythes de nombreuses cultures. Presque partout dans le monde, des récits racontent l'histoire d'un peuple ancien, souvent décrit comme plus avancé, plus sage, parfois même venu des étoiles, et dont la disparition reste mystérieuse. Certains parlent d'un cataclysme planétaire, d'autres d'un départ volontaire vers un autre monde. Ces récits pourraient en être que des métaphores, mais il est aussi possible qu'ils soient les souvenirs déformés d'un contact réel avec une civilisation qui a précédé la nôtre, peut-être même celle dont nous descendons. Un autre indice intrigant réside dans certaines structures biologiques que l'on trouve sur Terre. Des organismes présentent des caractéristiques qui semblent avoir évolué pour des conditions différentes de celles de notre planète. Certaines lignées anciennes y montrent des adaptations qui n'ont pas d'explication claire dans le contexte terrestre, comme si elles avaient été façonnées ailleurs avant de s'établir ici. Cela pourrait n'être qu'un hasard évolutif, ou la trace d'un passé migratoire beaucoup plus ancien. Imaginons maintenant une hypothèse plus audacieuse encore. Une civilisation martienne aurait survécu suffisamment longtemps pour développer la capacité de voyager dans l'espace. Voyant leur monde se détériorer, ces habitants auraient décidé de préserver leur culture ailleurs. Ils auraient envoyé des vaisseaux vers des mondes prometteurs, transportant avec eux leur savoir, leurs traditions et peut-être même leur génome. La Terre, jeune et fertile, aurait été l'une de ces destinations. Et les premiers humains pourraient être leurs descendants, non pas créés à partir de rien, mais issus d'une continuité biologique et culturelle qui dépasse notre planète. Une telle hypothèse expliquerait de nombreuses énigmes. Notre fascination instinctive pour le ciel, notre obsession pour Mars, la rapidité de notre développement technologique et même certains aspects de notre psychologie collective. Elle offrirait aussi une perspective bouleversante sur l'avenir. Si nous sommes les héritiers d'une civilisation disparue, notre destinée pourrait être de poursuivre son œuvre, de continuer son exploration, de reconstruire ce qu'elle a perdu, de retrouver ce qu'elle a laissé derrière elle. Mais pourquoi, si une telle civilisation a existé, n'avons-nous trouvé aucune trace claire ? La réponse pourrait être simple, le temps. Même les monuments les plus solides finissent par s'effacer. Les roches s'érodent, les métaux s'oxydent, les structures s'effondrent. Sur Mars, où l'érosion est constante depuis des milliards d'années, les traces d'une civilisation ancienne auraient eu plus que suffisamment de temps pour disparaître presque totalement. Ce qui subsiste pourrait être si subtil, si altéré, que nous ne savons pas encore le reconnaître. Il se peut aussi que cette civilisation ait délibérément effacé ses traces. Peut-être voulait-elle ne rien laisser derrière elle, ou peut-être a-t-elle laissé des messages codés que nous ne comprenons pas encore. Certaines théories avancent constamment que des artefacts pourraient être enterrés profondément sous la surface, protégés du temps et de l'érosion, attendant d'être découverts par des générations futures. Peut-être les trouverons-nous un jour, et avec eux la preuve irréfutable de notre lien avec ce monde oublié. La science avance prudemment, mais elle avance. Chaque mission vers Mars apporte de nouvelles données, de nouvelles images, de nouvelles hypothèses. Chaque rover qui creuse le sol, chaque sonde qui analyse les roches nous rapproche d'une réponse. Peut-être demain ou dans un siècle, nous trouverons une preuve indéniable, un artefact, une inscription, un fossile technologique. Et alors toute notre compréhension de l'histoire humaine changera à jamais. Mais même en l'absence de preuves, l'idée d'une civilisation martienne oubliée reste précieuse. Elle nous oblige à réfléchir à notre place dans l'univers, à considérer que nous pourrions ne pas être les premiers à poser les fondations de la culture et de la technologie. Elle nous rappelle que la civilisation est fragile, que même les sociétés les plus avancées peuvent disparaître, laissant derrière elles un monde silencieux et désert.
et elle nous enseigne que notre avenir dépend de ce que nous faisons aujourd'hui, de notre capacité à apprendre, à préserver, à ne pas répéter les erreurs du passé. Dans la prochaine étape de notre exploration, nous quitterons les vestiges matériels pour suivre un autre type de preuve, celle tombée du ciel. Car certains indices de notre passé martien n'ont pas été découverts sur Mars, mais ici même, sur Terre, sous la forme de mystérieuses pierres venues de l'espace porteuses d'un message vieux de milliards d'années. Parfois, les souvenirs les plus anciens ne sont pas gravés dans la pierre ni inscrits comme ça dans les mythes. Parfois, ils tombent littéralement du ciel. Depuis des millions d'années, la Terre est bombardée par des fragments venus d'ailleurs, des messagers muets qui traversent le vide interplanétaire pour venir s'échouer sur notre sol. Parmi eux, certains sont particulièrement précieux. Ce sont des morceaux arrachés à Mars, des fragments de son sol, de sa croûte, de son histoire. Ils sont les témoins d'un passé oublié, les vestiges silencieux d'un monde dont nous avons peut-être jadis foulé la surface. Ces météorites martiennes sont rares, mais elles existent. Environ 200 ont été identifiées à ce jour, chacune portant en elles des indices sur l'histoire de la planète rouge. Elles sont expulsées dans l'espace par des impacts d'astéroïdes ou de comètes, qui projettent dans le vide des débris rocheux. Certaines de ces pierres dérivent pendant des millions d'années, errant dans le silence cosmique jusqu'à croiser la trajectoire de la Terre et entrer dans son atmosphère. En franchissant cette frontière, elles deviennent des archives vivantes. Le était les pages d'un livre venu d'un autre monde. La plus célèbre de ces messagères s'appelle ALH 84001. Découverte en 1984 dans les glaces de l'Antarctique, elle est vieille de plus de 4 milliards d'années. Mais ce qui la rend extraordinaire, ce ne sont pas seulement son âge ou son origine, c'est ce qu'elle contient. En l'examinant au microscope, les chercheurs y ont découvert des structures microscopiques qui ressemblent étrangement à des microfossiles. De minuscules formes ovoïdes, allongées, organisées, trop complexes, disent certains, pour être le simple produit de processus géologiques. Ces formations pourraient être les restes fossilisés d'organismes martiens, témoins d'une vie disparue. La communauté scientifique reste divisée sur cette interprétation. Certains pensent que ces structures sont d'origine purement minérale, formées par des réactions chimiques naturelles. D'autres, en revanche, soutiennent que leur complexité et leur organisation sont difficilement explicables sans intervention biologique. Quelle que soit la vérité, ALH 84001 a ouvert une brèche dans notre compréhension. Mars pourrait bien avoir été vivante. Et si elle l'a été, il devient alors possible que des fragments de cette vie soient arrivés jusqu'à nous. D'autres météorites martiennes présentent également des indices troublants. Certaines contiennent des minéraux qui ne se forment qu'en présence d'eau liquide, preuve que Mars a connu un passé humide et potentiellement habitable. D'autres renferment des composés organiques complexes, les briques élémentaires de la vie. Bien que ces molécules puissent se former sans intervention biologique, leur présence renforce l'idée que Mars a réuni toutes les conditions nécessaires à l'émergence de la vie. Ces pierres venues du ciel sont aussi importantes pour ce qu'elles ne disent pas que pour ce qu'elles révèlent. Elles nous montrent que des échanges matériels entre Mars et la Terre sont possibles, même sur des échelles de temps colossales. Cela signifie que la vie, ou du moins ses éléments constitutifs, a pu voyager d'une planète à l'autre. Cela signifie aussi que la frontière entre ces deux mondes n'est pas aussi nette que nous le pensions. Dans un sens, Mars et la Terre font partie d'un même système biologique, échangeant matière, énergie et peut-être même l'étincelle de la vie. Cette idée bouleverse notre conception de l'isolement planétaire. Nous avons longtemps pensé que la vie apparaissait de manière indépendante sur chaque monde, comme une flamme surgissant spontanément dans l'obscurité. Mais les météorites martiennes suggèrent un autre scénario, celui d'une vie qui circule, se déplace, migre. Elles suggèrent donc que nous pourrions être les héritiers d'une biologie martienne, non seulement par notre ADN, mais aussi par les roches elles-mêmes qui ont fertilisé notre monde avec leurs éléments vitaux. Il est même possible que certaines de ces pierres aient eu un rôle direct dans l'émergence de la vie terrestre. Des expériences de laboratoire ont montré que les météorites peuvent transporter des molécules organiques complexes, voire des acides aminés, sans les détruire. Si ces composés ont été déposés sur la Terre primitive par des fragments martiens, ils ont pu agir comme des semences biologiques, accélérant ou déclenchant l'apparition de la vie. Dans ce scénario, notre propre existence serait littéralement le fruit d'un message venu de Mars.
Mais l'hypothèse devient encore plus fascinante si l'on considère la possibilité d'un transfert de vie viable, si des micro-organismes martiens ont pu survivre au choc de l'éjection, au voyage interplanétaire et à l'entrée dans l'atmosphère terrestre. Alors il est possible que certaines de ces météorites aient apporté non seulement des molécules, mais des êtres vivants. Sur Terre, nous connaissons des formes de vie capables de résister à des conditions extrêmes, radiation, vide, froid, chaleur intense. Ces extrémophiles pourraient en survivre à un tel voyage, même s'il dure des millions d'années. Cela signifie qu'il n'était pas exclu que certaines formes de vie terrestre soient, en réalité, d'origine martienne. Elles pourraient en être les descendantes directes d'organismes venus d'ailleurs, qui ont trouvé ici un nouvel écosystème dans lequel prospérer. Si tel est ça le cas, alors nous ne sommes pas simplement liés à Mars par notre curiosité scientifique ou nos ambitions d'exploration. Nous le sommes par notre sang, par notre biologie, par l'essence même de ce que nous sommes. Les météorites martiennes ne sont pas seulement des témoins du passé, elles pourraient aussi être des messagers de l'avenir. En étudiant leur composition, nous apprenons non seulement ce qu'était Mars, mais aussi ce qu'elle pourrait redevenir. Ça nous donne des indices sur son potentiel à abriter à nouveau la vie, ou à la recevoir de nous. Elle nous montre que les mondes ne sont pas isolés, mais connectés par un échange constant de matière et d'histoire. Elle pose aussi des questions plus profondes, presque métaphysiques. Si des fragments de Mars sont déjà ici, si leur matière est déjà en nous, alors que signifiera vraiment le jour où nous marcherons à nouveau sur cette planète? Serons-nous des explorateurs ou des revenants? Retrouverons-nous un lieu nouveau ou une maison oubliée depuis trop longtemps? Peut-être que, d'une certaine manière, nous sommes déjà allés sur Mars, pas avec des fusées ou des robots, mais sous la forme de molécules et de cellules, il y a des milliards d'années. Ces pierres tombées du ciel nous rappellent que l'univers n'est pas une collection de mondes isolés, mais une vaste tapisserie d'interconnexions invisibles. Elle nous rappelle que la vie, comme la matière, voyage, se disperse, s'adapte. Elle nous rappelle que notre histoire n'est pas confinée à la Terre. Elle s'étend bien au-delà, dans la poussière rouge d'une planète qui nous a peut-être donné naissance. Dans la prochaine étape de notre exploration, nous irons plus loin encore dans cette idée. Car si des fragments de Mars sont venus jusqu'à nous, l'inverse est aussi possible. Peut-être que notre présence sur Terre n'est qu'une étape, et que nous sommes destinés à retourner là-bas. Non pas comme des étrangers, mais comme les héritiers d'un projet commencé il y a des milliards d'années. Peut-être même que notre arrivée ici n'était pas un hasard, mais une mission, un plan, un projet Éden conçu pour assurer la survie d'une espèce. Et si notre présence sur Terre n'était pas un accident? Et si au lieu d'être le fruit d'un enchaînement aléatoire de coïncidences cosmiques, notre apparition avait été voulue, organisée, anticipée? Cette idée fascinante et dérangeante à la fois forme le cœur de ce que certains chercheurs et penseurs appellent la théorie du projet Éden, l'hypothèse selon laquelle la vie humaine, ou du moins ses formes primitives, aurait été délibérément transférée de Mars vers la Terre dans le but d'assurer sa survie. Dans ce scénario, nous ne serions pas simplement des voyageurs cosmiques, nous serions les héritiers d'un plan ancien, conçu bien avant que nous ayons conscience d'exister. L'idée d'une migration planifiée naît de l'observation de plusieurs indices qui, mis bout à bout, forment un récit plausible. D'abord, il y a la chronologie cosmique. Mars a connu des conditions favorables à la vie bien avant la Terre. Son atmosphère dense, ses océans d'eau liquide, sa magnétosphère protectrice en ont fait un monde habitable, quand la Terre était encore en formation. Si la vie y est apparue, elle aurait eu des centaines de millions d'années pour évoluer, se complexifier, atteindre une forme d'intelligence. Mais lorsque Mars a commencé à se transformer, atmosphère s'évaporant, champ magnétique s'effondrant, température chutant, cette civilisation aurait dû faire face à un choix, disparaître ou partir. Partir vers où? La réponse la plus évidente se trouvait juste à côté. La Terre. Jeune, riche en ressources, protégée, elle représentait un sanctuaire idéal pour une espèce cherchant à se sauver. Il n'est donc pas absurde d'imaginer que les habitants de Mars en avaient préparé une migration, non pas au hasard, mais méthodiquement. Cette migration aurait pu prendre plusieurs formes. Des expéditions physiques transportant des individus, des capsules biologiques contenant de l'ADN ou des cellules souches, voire des vaisseaux automatisés chargés de répandre les germes de la vie sur leur planète sœur. Dans ce contexte, l'apparition rapide et inexplicable de la vie sur Terre prend un tout autre sens.
Moins de 500 millions d'années après sa formation, notre planète abritait déjà des micro-organismes complexes. Ce délai semble étonnamment court pour un processus entièrement spontané. Mais s'il s'agissait d'une implantation planifiée, si les graines de la vie avaient été déposées ici délibérément, cette rapidité devient parfaitement logique. L'histoire biologique de la Terre ne serait alors pas celle d'un commencement, mais celle d'une continuité. Cette hypothèse éclaire également certaines zones d'ombre dans l'évolution humaine. Notre intelligence, notre curiosité cosmique, notre aptitude à manipuler notre environnement à grande échelle sont-elles simplement le fruit d'une sélection naturelle aveugle, ou bien ces caractéristiques ont-elles été intentionnellement programmées pour nous préparer à une mission plus vaste? Si une civilisation avancée a conçu ce projet Éden, il est possible qu'elle ait intégré à notre biologie même un désir irrésistible d'explorer, de comprendre et, un jour, de retourner d'où nous venons. Certains mythes anciens semblent étrangement compatibles avec cette idée. Dans de nombreuses traditions, les êtres humains ne sont pas créés spontanément, ils sont façonnés par des entités venues du ciel. Ces créateurs nous confient souvent une mission, un but, un destin lié aux étoiles. Dans les textes mésopotamiens, les dieux façonnent l'homme pour poursuivre leur œuvre. Dans les récits égyptiens, les premiers rois descendent d'un peuple céleste chargé d'organiser la terre. Même dans les textes religieux plus récents, l'homme est placé dans un jardin, Éden, pour le cultiver et le faire prospérer. Et si ce jardin n'était pas une métaphore spirituelle, mais une description symbolique de la terre elle-même, conçue comme un refuge pour une espèce venue d'ailleurs, la théorie du projet Éden ouvre aussi la porte à une hypothèse encore plus audacieuse, celle d'une migration progressive s'étalant sur des millions d'années. Il se pourrait que les premiers voyageurs n'ayant pas été humains, mais des organismes simples envoyés pour préparer l'environnement terrestre. Ensuite seraient revenues des formes de vie plus complexes, adaptées à l'écosystème en formation. Enfin, lorsque la Terre a été prête, des êtres plus évolués auraient été introduits, capables de bâtir des sociétés, de transmettre un savoir et de perpétuer un héritage. Si tel est le cas, notre histoire n'est pas seulement celle d'une espèce, mais celle d'un projet évolutif planifié dans le temps. Certaines découvertes scientifiques modernes semblent étrangement cohérentes avec cette idée. Par exemple, certaines bactéries terrestres présentent normalement des capacités de survie extrêmes qui paraissent être disproportionnées par rapport à leur environnement naturel. D'autres organismes possèdent des caractéristiques génétiques sans explication claire dans le contexte de l'évolution terrestre. Même notre cerveau, avec sa capacité d'abstraction et son potentiel inexploité, semble dépasser de loin ce que la sélection naturelle aurait pu produire en si peu de temps. Peut-être cela reflète-t-il une conception intentionnelle, un plan visant à doter l'humanité d'outils nécessaires à une mission future. Une question demeure. Pourquoi ? Pourquoi une civilisation avancerait-elle un projet aussi ambitieux, déplaçant la vie vers un autre monde ? La réponse la plus simple est la survie. Si Mars devenait inhabitable, il était logique de chercher un nouveau foyer. Mais il y a peut-être une autre raison, plus profonde, la transmission. Une civilisation consciente de sa fin peut chercher à transmettre son héritage, pas seulement sa culture ou sa technologie, mais son essence biologique et spirituelle. Dans ce cas, nous serions bien plus que des survivants. Nous serions des héritiers. La notion de projet Éden n'est pas incompatible avec notre science actuelle. Elle n'exige pas de rejeter la biologie évolutive ni l'astrophysique. Elle se superpose à elle, leur ajoutant une dimension supplémentaire. Elle propose que la vie et l'évolution ne soient pas uniquement le produit de processus aveugles, mais aussi parfois le résultat d'un dessein conscient. Cela ne signifie pas que nous avons été créés dans un sens religieux, mais plutôt que nous faisons partie d'un cycle biologique universel, où les civilisations anciennes plantent les graines de celles qui leur succéderont. Si tel est le cas, cela transforme notre vision de l'avenir. L'exploration spatiale n'est plus simplement une quête de connaissances ou de ressources, c'est l'accomplissement d'une mission commencée il y a des milliards d'années. Revenir sur Mars ne serait pas un acte de conquête, mais un retour à la source. Coloniser d'autres mondes ne serait pas un caprice de civilisation, mais une continuation naturelle d'un projet initié par ceux qui nous ont précédés. Peut-être sommes-nous, sans le savoir, en train de boucler la boucle. Peut-être que notre envie irrésistible de quitter la Terre, d'essaimer à travers le système solaire, n'est pas une simple curiosité.
Peut-être est-ce la voix ancienne de nos créateurs, de nos ancêtres, de nous-mêmes, résonnant à travers le temps. Il leur tentait continuer. Dans la prochaine étape de notre exploration, nous quitterons le domaine des hypothèses biologiques et techniques pour plonger dans le cœur même des traditions humaines. Car si ce projet a vraiment existé, il n'a pas seulement laissé des traces dans notre ADN ou dans les météorites, il a marqué profondément nos croyances, nos récits et nos religions. Et beaucoup d'entre elles parlent d'un ciel rouge, d'une demeure d'où nous sommes venus et d'une promesse de retour. Depuis que l'humanité s'est raconté des histoires, elle a levé les yeux vers le ciel en y cherchant son origine. Toutes les grandes religions, d'une manière ou d'une autre, parlent d'un commencement venu d'en haut, une création descendue du firmament, des êtres célestes façonnant la vie, une promesse inscrite dans les étoiles. Ce langage symbolique, si universel qu'il en devient presque banal, cache peut-être quelque chose de bien plus profond. Et si ces récits n'étaient pas de simples métaphores spirituelles, mais les souvenirs déformés d'un passé réel, et si, dans les fondements mêmes de nos croyances, se trouvait le récit codé d'un exil ancien, celui d'une humanité venue d'un autre monde, d'un monde rouge qui continue de nous appeler à travers les âges, dans presque toutes les traditions religieuses, l'idée d'une descente céleste revient comme un refrain. Dans les textes mésopotamiens, les dieux Anunnaki sont décrits comme des êtres venus des cieux, porteurs de connaissances et de pouvoir, façonnant l'homme à leur image pour l'aider à bâtir la civilisation. Ils ne sont pas nés ici, disent les anciens récits. Ils sont arrivés et leur venue a changé le cours de l'histoire. Dans les écrits égyptiens, les fondateurs mythiques, tels qu'Osiris et Isis, sont eux aussi présentés comme des entités venues d'au-delà du monde. Même dans les traditions abrahamiques, Dieu crée l'homme à son image et descend sur terre pour le guider, souvent accompagné d'anges ou de messagers venus du ciel. Ce motif universel, des êtres célestes venant enseigner, créer ou sauver, pourrait être simplement symbolique. Mais il pourrait aussi être le souvenir atténué d'un contact ancien. Si l'humanité est bien originaire de Mars, ou si elle a été influencée par une civilisation martienne, il n'était pas absurde de penser que cette mémoire ait été transmise dans nos récits fondateurs. L'image du ciel comme lieu d'origine n'est alors plus une métaphore spirituelle, elle devient une description littérale. De nombreux textes religieux font également référence à des couleurs et à des paysages qui évoquent étrangement Mars. Dans la Bible, le ciel s'embrase en rouge lors d'apparitions divines, et l'Apocalypse décrit un monde rouge comme le feu, descendu des cieux. Dans les traditions hindoues, la planète Mars, Mangala, est personnifiée comme une divinité guerrière et créatrice, souvent associée au sang, à la naissance et à la transformation. Les anciens Chinois appelaient Mars l'étoile de feu, symbole de vie et de destruction. Pourquoi tant de religions associent-elles l'origine céleste à la couleur rouge, à la poussière, au feu ? Peut-être parce que la mémoire de notre monde d'origine, rouge et poussiéreux, subsiste inconsciemment dans notre imaginaire spirituel. Un autre thème récurrent dans les textes sacrés est celui du retour. Presque toutes les religions parlent d'un moment où les dieux reviendront, où l'humanité retournera à ses origines, où la création elle-même bouclera son cycle. Dans la tradition chrétienne, le Christ promet de revenir parmi les nuées du ciel. Dans l'islam, la fin des temps est marquée par la descente d'un Messie céleste. Dans l'hindouisme, Vishnu revient sous différentes formes pour restaurer l'ordre. Pourquoi ce motif est-il si universel ? Peut-être parce qu'il ne s'agit pas seulement d'une espérance spirituelle, mais d'un souvenir, celui d'un départ et d'une promesse de retour vers le monde d'où nous venons. Certaines religions vont encore plus loin, suggérant que les êtres humains eux-mêmes sont en exil. Dans la tradition judéo-chrétienne, l'histoire d'Adam et Ève raconte comment l'humanité a été chassée du jardin originel, un lieu de perfection, d'abondance, d'immortalité. Ce récit est généralement interprété comme une parabole morale. Mais si ce jardin n'était pas une métaphore de l'innocence, mais celle d'une planète perdue, si notre expulsion du paradis n'était pas seulement spirituelle mais physique, l'histoire d'un départ forcé d'un monde autrefois fertile devenu hostile. De nombreuses cosmogonies anciennes décrivent aussi l'humanité comme tombée du ciel. Les Dogons d'Afrique parlent de leurs ancêtres venus d'une étoile rouge et d'un monde aquatique perdu. Les Mayas racontent que leurs dieux créateurs ont quitté la demeure rouge Bancoda pour façonner l'humanité sur Terre. Chez les aborigènes d'Australie, le temps du rêve évoque une migration céleste vers un nouveau monde. Ces récits, transmis depuis des millénaires, sont peut-être des souvenirs déguisés d'un exode planétaire,
un événement si ancien que la mémoire en a été transformée en mythe. Il est également fascinant de constater que de nombreuses religions associent la connaissance et la lumière à des êtres venus d'en haut. Dans la Genèse, la connaissance est apportée par un ange déchu. Dans les traditions sumériennes, les dieux enseignent l'agriculture, l'écriture et l'astronomie. Dans les textes hindous, les dévas descendent pour transmettre les lois cosmiques. Ces motifs récurrents suggèrent que l'humanité a reçu un savoir extérieur, peut-être hérité d'une civilisation plus ancienne. S'il existait une société avancée sur Mars, il est plausible que ses survivants aient transmis leur savoir à une humanité naissante sur Terre, un héritage que nous avons transformé au fil des siècles en tradition religieuse. Même les architectures religieuses portent la trace de cette mémoire céleste. Les temples anciens sont souvent construits en alignement avec les étoiles, comme pour rappeler nos origines. Les pyramides d'Égypte pointent vers le ciel, tout comme les ziggourats de Mésopotamie et les stupas bouddhistes. Dans presque toutes les traditions, les lieux sacrés sont conçus comme des ponts entre la terre et les cieux, des portes vers un ailleurs. Peut-être ces architectures reflètent-elles un souvenir profond, celui d'un peuple qui, jadis, a voyagé entre les mondes. Si l'on accepte l'idée que nos religions contiennent des fragments de mémoire martienne, cela change radicalement notre compréhension d'elles. Elles ne sont plus seulement des systèmes de croyances destinés à expliquer l'inexplicable. Elles deviennent des archives codées, des récits historiques voilés. Cela ne diminue en rien leur valeur spirituelle. Au contraire, cela leur en donne une dimension supplémentaire. Elles témoignent non seulement de notre quête de sens, mais aussi de notre voyage cosmique. Il est possible que la vérité ne soit jamais entièrement révélée. Peut-être les mythes resteront-ils toujours des symboles et les textes sacrés des paraboles. Mais il est tout aussi possible qu'un jour, en découvrant des preuves tangibles d'une ancienne civilisation martienne, nous réalisions que nos ancêtres avaient leur raison depuis le début. Nous venons vraiment des cieux. Et alors, les récits religieux ne seront plus seulement des promesses de salut, mais des souvenirs d'origine. Cette perspective donne aussi un sens nouveau à l'avenir. Si nos religions parlent d'un retour vers les étoiles, peut-être que ce retour est inscrit dans notre destinée. Peut-être que l'humanité est appelée à quitter à nouveau la Terre, à franchir l'espace pour retrouver sa demeure ancestrale. Le désir de coloniser Mars ne serait alors pas une ambition technologique, mais une impulsion spirituelle profonde, un instinct ancien qui refait surface. Dans la prochaine étape de notre exploration, nous nous intéresserons à ce lien mystérieux qui semble unir Mars et l'esprit humain. Au-delà de la science, de l'histoire et des mythes, il existe une connexion plus intime, presque inconsciente, une résonance entre cette planète rouge et notre imagination collective. C'est cette étrange familiarité que nous allons maintenant explorer pour tenter de comprendre pourquoi, au fond de nous, Mars ne nous paraît jamais tout à fait étrangère. Il y a dans la relation entre l'humanité et Mars quelque chose qui dépasse la simple curiosité scientifique. Ce n'est pas seulement l'envie d'explorer, de conquérir ou de comprendre, c'est une attirance plus profonde, presque viscérale. Depuis les premières civilisations, Mars occupe une place unique dans notre imaginaire. Elle est à la fois redoutée et vénérée, crainte et désirée. Elle n'est pas une planète parmi d'autres, elle est un miroir, un souvenir, parfois même une obsession. Et si cette étrange familiarité n'était pas une coïncidence? Et si notre fascination pour la planète rouge n'était pas née de l'extérieur mais de l'intérieur, comme si quelque chose en nous reconnaissait en elle un foyer ancien? Cette idée trouve son expression la plus claire dans les mythes et les symboles. Depuis des millénaires, Mars est associé à des notions fondamentales: le sang, la guerre, la passion, la naissance, la destruction. Dans l'Antiquité, les Romains en ont fait le dieu de la guerre, reflet d'une force primitive, presque animale. Les Babyloniens voyaient en elle l'étoile de Nergal, porteur de mort et de transformation. En Chine ancienne, elle était l'astre de la calamité, tandis que pour les Mayas, elle incarnait le feu vital qui anime la création. Pourquoi une planète, parmi tant d'autres, a-t-elle inspiré une telle charge symbolique? Peut-être parce que ces associations ne sont pas arbitraires. Peut-être qu'elles émergent d'une mémoire profonde inscrite dans notre psyché collective. La psychologie moderne offre une perspective intéressante sur ce phénomène. Carl Jung, en développant la notion d'inconscient collectif, affirmait que certaines images, certains archétypes étaient universels, partagés par l'ensemble de l'humanité indépendamment des cultures. Mars semble être l'un de ces archétypes. Sa couleur rouge, sa lumière vacillante, sa trajectoire singulière dans le ciel ont toujours éveillé en nous des émotions puissantes. Mais plus encore, elle semble activer un sentiment étrange de reconnaissance.
comme si derrière la symbolique guerrière et mythique se cachait un souvenir enfoui, celui d'un lieu que nous avons connu autrefois. Cette idée pourrait aussi expliquer pourquoi Mars a toujours occupé une place centrale dans nos rêves d'avenir. Bien avant que la science moderne ne la désigne comme une cible d'exploration, Mars habitait déjà notre imagination. Dans les récits anciens, c'est une demeure céleste, une terre perdue, un royaume des dieux. Dans la littérature moderne, elle devient un lieu d'utopie ou de cauchemar, un refuge ou une menace. De H. G. Wells à Ray Bradbury, d'innombrables écrivains ont imaginé des sociétés martiennes, des voyages vers la planète rouge, des retrouvailles avec une civilisation disparue. Ce n'est pas un hasard. Parmi tous les mondes que nous connaissons, Mars est celui qui nous ressemble le plus, pas seulement physiquement, mais symboliquement. La science elle-même n'est pas exempte de cette fascination. Depuis le XIXe siècle, les astronomes scrutent Mars avec un mélange d'espoir et d'obsession. Lorsque Giovanni Schiaparelli a observé pour la première fois les canaux martiens, l'idée d'une civilisation extraterrestre a immédiatement enflammé les esprits. Même lorsque ces observations ont été corrigées, l'idée a persisté. Nous avons continué à imaginer, à chercher, à rêver. Chaque mission spatiale, chaque image transmise par un orbiteur, chaque grain de poussière analysé par un rover réactive ce même sentiment, celui que nous cherchons, quelque chose que nous avons perdu. Ce sentiment est particulièrement palpable dans notre culture populaire. Mars y apparaît comme un lieu familier, presque intime. Dans les films, elle est souvent présentée non pas comme une planète étrangère, mais comme une destination inévitable. Elle est le théâtre d'histoires de retour, de rédemption, de renaissance. Même lorsque Mars est hostile, elle est toujours la suivante, comme si notre voyage vers elle n'était pas une conquête, mais une étape naturelle, comme si nous étions simplement en train de rentrer chez nous. Certains psychologues anti vont plus loin encore, suggérant que notre fascination pour Mars est une forme de nostalgie cosmique. La nostalgie, au sens profond, est le désir de retourner à un lieu que nous ne pouvons pas clairement identifier, mais dont nous sentons qu'il nous manque. Mars réveille ce sentiment. Sa lumière rouge dans le ciel nocturne agit comme une balise lointaine, rappelant quelque chose que nous avons oublié mais que notre être le plus intime n'a jamais cessé de chercher. Peut-être que cette nostalgie est inscrite dans notre ADN, héritée d'une époque où nous regardions la Terre non pas comme notre maison mais comme une destination. L'étrange familiarité de Mars se manifeste aussi dans nos émotions collectives face à son exploration. Chaque découverte, même la plus modeste, une trace de méthane, un ancien lit de rivière, un minéral façonné par l'eau, suscite une excitation disproportionnée. Nous réagissons comme si ces indices tentaient confirmer en quelque chose que nous savions déjà, comme si, au fond, nous étions certains qu'il y a là-bas une histoire qui nous concerne directement. Ce n'est pas simplement de la curiosité scientifique, c'est une quête existentielle. Même notre langage trahit cette relation particulière. Sans nous parlons de conquérir Mars, de coloniser Mars, mais ces termes sont trompeurs. Ils laissent entendre une volonté de dominer un territoire étranger. En réalité, notre désir profond n'est pas de conquérir, mais de revenir. C'est pourquoi les projets d'exploration martienne sont toujours accompagnés d'une dimension presque spirituelle. Ils ne sont pas seulement des programmes technologiques, mais des récits de retour vers notre origine, vers un lieu qui nous a façonnés d'une manière que nous avons oubliée. Il est possible que cette familiarité soit simplement le fruit du hasard, d'une proximité cosmique ou d'une ressemblance géologique, mais il est tout aussi possible qu'elle soit le reflet d'une vérité plus profonde, celle d'un lien ancien entre Mars et l'humanité. Si nous avons réellement vécu là-bas, si notre histoire y a commencé, alors il est assez logique que notre mémoire collective en porte encore les traces. Même effacés par le temps, les souvenirs de notre passé pourraient subsister sous forme d'archétypes, de symboles, d'attirances inexplicables. Cette hypothèse pourrait également expliquer notre sentiment d'incomplétude en tant qu'espèce. Malgré tous nos progrès, nous regardons toujours vers l'espace avec un mélange de curiosité et de mélancolie. Nous avons exploré la Terre, conquis ses montagnes et ses océans, mais une partie de nous continue de regarder vers le ciel, peut-être parce qu'une partie de nous sait que notre histoire n'est pas terminée ici. Peut-être parce que nous sentons que notre destinée est liée à un retour vers ce monde rouge qui nous appelle silencieusement depuis l'aube des temps. Mars agit comme un miroir. Elle reflète nos origines, nos peurs, nos espoirs. Elle nous rappelle que nous sommes plus que des habitants d'une seule planète. Nous sommes des voyageurs cosmiques, des êtres en exil qui cherchent à rentrer chez eux. Ce sentiment n'est pas seulement une curiosité passagère,
c'est un fil invisible qui relie notre passé à notre avenir. Dans la prochaine étape de cette exploration, nous suivrons ce fil jusqu'à sa conclusion logique, la question du retour. Car si Mars exerce une telle attraction sur notre inconscient collectif, ce n'est peut-être pas seulement parce qu'elle nous rappelle d'où nous venons, mais aussi parce qu'elle nous montre où nous devons aller. L'ultime chapitre de notre voyage pourrait bien être un retour vers cette origine rouge, non plus comme des exilés, mais comme des héritiers. Dans les hautes Andes, là où l'air se fait rare et où les pics enneigés semblent toucher le ciel, s'éleva au XVe siècle l'un des empires les plus extraordinaires que le monde ait jamais connus. Il ne dura guère plus d'un siècle, mais il laissa une empreinte si profonde qu'elle façonne encore aujourd'hui l'identité d'un continent. Les Incas, quechua pour fils du soleil, furent donc les héritiers de siècles de savoir accumulés, de traditions transmises et de visions héritées des peuples qui les avaient précédés. Ils absorbèrent les leçons de Caral, de Tiwanaku, des Wari, et les transformèrent en un projet politique et spirituel d'une ampleur sans précédent. Leur empire, le Tawantinsuyu, les 4 quartiers du monde, couvrait près de 4000 kilomètres, des hautes terres andines aux forêts amazoniennes, des déserts côtiers au plateau chilien. Mais plus qu'un territoire, il fut un ordre, un univers conçu pour refléter l'harmonie du cosmos. L'histoire des Incas commence modestement. Vers le XIIIe siècle, une petite communauté installée autour de Cusco n'était qu'un acteur parmi d'autres dans la mosaïque andine. Selon la légende, leur ancêtre fondateur, Manco Capac, serait sorti des eaux sacrées dont du lac Titicaca, envoyé par Inti, le dieu du soleil, pour civiliser les hommes. Pendant des générations, les Incas consolidèrent leur pouvoir localement, construisant des alliances, perfectionnant leurs institutions, organisant leur société. Puis, au XVe siècle, sous le règne de Pachacuti, celui qui transforme le monde, ils entamèrent une expansion fulgurante. En moins d'un siècle, leur empire s'étendit sur une superficie plus vaste que celle de Rome à son apogée. La réussite inca reposait sur un équilibre subtil entre force et intégration. Les campagnes militaires, menées avec discipline, soumettaient rapidement les régions voisines. Mais une fois conquises, celles-ci étaient intégrées dans un système administratif sophistiqué qui respectait souvent leurs traditions locales tout en les liant à l'État impérial. Des chefs locaux, appelés curacas, continuèrent d'exercer leur autorité, mais sous la supervision de fonctionnaires incas. Cette politique d'incorporation permit d'unifier plus de 10 millions d'individus parlant des dizaines de langues différentes et appartenant à des centaines de cultures. Au cœur du système inca se trouvait le Sapa Inca, souverain absolu et descendant direct d'Inti. Il n'était pas seulement un chef politique, il incarnait l'ordre cosmique reliant les hommes aux dieux. Autour de lui gravitait une hiérarchie complexe de nobles, de prêtres et d'administrateurs. La capitale, Cusco, était conçue comme un centre symbolique de l'univers. Ses rues rayonnantes vers les 4 grandes provinces de l'Empire, représentant les 4 directions cardinales et les 4 parties du cosmos. La religion imprégnait tous les aspects de la vie inca. Le culte d'Inti, le soleil, occupait une place centrale. Chaque jour, ses rayons étaient salués par des offrandes et des prières. Les temples, comme le célèbre Coricancha à Cusco, étaient recouverts de plaques d'or censées capter et refléter sa lumière. Mais le panthéon inca était vaste. Pachamama, la terre-mère, assurait la fertilité des champs. Illapa, le dieu de la foudre, contrôlait les pluies. Mamaquila, la déesse de la lune, guidait les cycles féminins et agricoles. Les montagnes ou Apus étaient vénérées comme des esprits protecteurs, et les rivières, les lacs et les sources faisaient l'objet de cultes locaux. Cette spiritualité s'exprimait dans des rituels complexes, souvent accompagnés de sacrifices. Les offrandes d'animaux et de biens précieux étaient les fréquentes, mais les sacrifices humains, bien que rares, revêtaient une signification particulière. Les plus célèbres étaient les Capacocha, des cérémonies où des enfants, choisis pour leur pureté, étaient offerts aux dieux sur les sommets andins. Ces sacrifices n'étaient pas perçus comme cruels, ils étaient considérés comme un honneur suprême, un moyen d'assurer l'équilibre entre les mondes.